Salut les poolers et bienvenue à l'épisode 6 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et cette semaine, je serai accompagné de 2 compagnons de trio. En commençant évidemment avec mon co-animateur, le Severus Snape des stats, Albus Dumbledore, Guillaume Hermione Gagné-Corbeau. Et pour compléter ce trio magique, nous sommes fiers et excités d'accueillir nul autre qu'un des collaborateurs du balado La Tasse de Café LNH, le Rita Skeeter des Sleepers, le Potterhead des Poules, Hugues Ron Winsley Marcel. Messieurs, comment ça va? Ça va tellement bien après cette judicieuse introduction. Merci Ali Corbeau, je suis content d'être là. Vraiment merci. Rita Skeeter. I'm Rita Skeeter. C'est pour les mordus d'Harry Potter comme moi. C'est pour ceux qui suivent ça pour vrai. Donc très fier de toi Ali d'avoir réussi à plugger ça. You're welcome. Ça fait plaisir. J'avais même hésité avec le Lee Jordan aussi. Écoute, j'en avais quelques-uns dans la manche. Commentateur, les matchs de Quidditch. Commentateur, exact. Je trouvais que c'était approprié. Corbeau m'avait dit que tu connaissais bien ton Harry Potter, que je me suis dit, la thématique cette semaine était juste pour toi. C'est parfait, j'adore ça. Messieurs, il neige à Montréal. L'hiver est enfin arrivé. Winter is coming. Je suis comme, on dirait que ça me rend encore plus excité sur le hockey. Écoute, c'est une belle saison, là, une quinzaine de matchs. Montréal va bien. Les Alouettes sont en finale de la Coupe Grey. Il va neiger probablement. Le CF Montréal perd pas parce qu'il joue pas. Écoute, tout va bien à Montréal. Écoutez, cette semaine à l'épisode, on va faire les choses un petit peu différemment. On va encore commencer avec un petit warm-up sur notre sujet d'actualité, suivi de notre première période Dump and Chase, où on vous recommande les joueurs à jeter et les joueurs à aller chercher. Mais pour notre deuxième et troisième période, vu que les gars, vous faites un pool de hockey ensemble, je vous ai demandé un peu de dresser votre liste des joueurs que vous regrettez d'avoir choisi ou qui vous déçoivent de manière générale, suivi des joueurs que vous auriez donc voulu repêcher. Mais avant toute chose, je vous invite à aller suivre nos pages YouTube, Instagram, Facebook et TikTok à 100 Pool Podcast. On tente de faire un petit peu plus de contenu vidéo pour vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Pour le warm-up, les gars, aujourd'hui, j'ai un petit quiz pour vous. Oh, goody. I love quizzes. Faire un petit peu différent, c'est pas un sujet d'actualité, mais c'est par rapport à des statistiques de la saison. Messieurs, le CH, comme tu as dit, Guillaume, connaît un excellent début de saison. Nick Suzuki a 20 points en 15 matchs. Caulfield en a 18. Tout va pour le mieux. Mais si Carey Price était encore le gardien du CH, un rêve que j'ai à peu près à chaque jour, est-ce que Suzuki serait le meilleur pointeur de début de saison après 15 matchs? Fait que tu veux savoir si Suzuki est le joueur qui a de plus de points dans les 15 premiers matchs dans les 20 dernières années. Dans la carrière de Carey Price. Sérieux? Dans la carrière de Carey Price. Je vais dire oui, moi. Ah, je sais pas, il y a Kovalev a eu des bonnes saisons. Là. Sa saison de 84 points, il était commencé. Il avait commencé. Je vais y aller pour le jeu, je vais dire Kovalev. Il a dû pas être loin, il a dû faire 18, 19, 20 points. Non, c'est ça, là, 84 points, il faut quand même que tu commences fort. Puis Kovalev avait comme réputation de choker en fin de saison aussi. Mais je vais dire Kovalev pour le fun, mais. Kovalev avait des moments, des fois, des matchs où il prenait peut-être un petit peu plus off, là, mais Suzuki, je pense, a été blanchi premier match de la saison, puis depuis, il a pas été blanchi ou à peu près jamais, puis il est déjà à 20 points. Donc moi, je vais dire oui, Ali, que c'est la meilleure récolte sur les 15 premiers matchs. Ça serait la meilleure récolte sur les 15 premiers matchs dans leur Carey Suzuki Price. pour Hugues, Kovalev, Corbeau, le magicien, OK. Écoutez, celui qui a fait le plus de points en étant un coéquipier de Carey Price, 23 points en 15 matchs, c'est Macklin Celebrini. You're funny. You're funny. C'est bon, wow. C'était une petite pogne, mais ça montre à quel point, justement, si Carey Price était là, ce serait incroyable. C'est une petite pogne pour commencer. Les Sharks accorderaient peut-être moins de buts si Carey était là. Oh, les Sharks seraient probablement meilleurs si il accorderait moins de buts avec Carey dans les nets, ça c'est sûr. Ah, mais écoutez, avec le fier camarade Askarov,
qui connaît quand même quelques bons derniers matchs. À voir peut-être. L'avenir est beau quand même avec les Sharks, mais soyons contents quand même de ce qu'on a avec les Canadiens de Montréal. Et sans plus tarder, on va commencer notre première période. Début de première période, les Dump and Chase, la section où on vous dit les joueurs à aller jeter ou à aller chercher. Évidemment, on commence avec les dumps de la semaine. On a un dump chaque aujourd'hui. Corbeau, qui est ton premier dump? Celui que je souhaite qu'il prenne le porte au loin et qui est le plus loin possible de mon line-up, c'est Aaron Ekblad. Déception, dump, c'est terminé pour moi pour Ekblad. Goodbye. Bye-bye. J'avais beaucoup d'attentes. L'année dernière, il y avait le mené l'avantage numérique en série, en fin de saison aussi, avant évidemment sa suspension pour produit dopant. Je comprends que Seth Jones était rentré un peu dans l'équation, mais il avait très bien fait Ekblad. Et c'est aussi lui, en début de saison, qui a commencé sur l'avantage numérique, mais ça a duré 4-5 matchs. À partir du 16 octobre, il est tombé sur une deuxième vague, ou du moins, il s'est splitté le travail avec Jones. Et depuis ce temps-là, en fait, depuis le début de la saison, il n'a vraiment pas produit. Il a 4 points en 15 matchs. C'est un gars qui tirait normalement, dans ses bonnes saisons, c'était près du 3 tirs par match. L'année passée, dans les 2 dernières saisons, c'était quasiment 2 tirs par match. Et là, on approche le 1.5. Il est vraiment en décroissance à ce niveau-là. Son temps de jeu est encore bon, mais les Panthers ont vraiment moins de power qu'ils en avaient. Fait que pour moi, Ekblad, c'est un dump. Je ne le vois pas revenir. On a Jones qui est sur l'avantage numérique. Ça fait un mois là, que ça dure. Fait que pour moi, Ekblad, c'est un peu un projet qui est terminé. Évidemment, si Jones se blesse, la valeur d'Ekblad remonte. Mais à court terme et à moyen terme, s'il n'y a pas de blessure, pour moi, Ekblad, c'est un peu un projet qui est terminé. Il va avoir de la misère à faire le 30 points. Là. Il n'est pas parti pour en faire beaucoup, malheureusement. Puis la profondeur des Panthers a été vraiment affectée. Fait que, à moins que Ketchuk revienne et qu'il change toute la donne chez les Panthers, Ekblad au porte au loin. Je pense que tout le monde le sait, les Panthers, ça va pas très bien. Là. Je veux dire, tu peux pas faire de miracle avec tes 2 meilleurs joueurs qui sont sur la touche présentement, Matthew Tkachuk et Alexander Barkov. Ça coupe beaucoup de leur offensive, donc c'est certain que c'est pas facile pour un joueur comme Ekblad qui, avec un line-up complet, aurait peut-être ramassé une passe secondaire de plus, une coupe de passes de plus, mais là, vraiment difficile pour les raisons que Corbeau a évoquées. Les Panthers, ils ont de la misère à marquer des buts, 2,60 buts par match depuis le début de la saison. Donc, c'est ça, c'est difficile quand t'es pas... T'es un défenseur d'une équipe qui marque pas beaucoup de buts, quand t'es pas déployé dans des situations offensives, c'est très, 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 très difficile d'aller mettre des points au tableau. Puis, ça m'amène un peu à mon dump. De mon côté, moi, mon dump, c'est un défenseur qui joue pour une équipe qui a de la difficulté à marquer. C'est Cam Fowler des Blues de Saint-Louis. Puis c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Guillaume. Les Blues ne marquent pas plus que les Panthers. 2,75 buts par match depuis le début de la saison, là, avant les matchs de lundi au moment d'enregistrer. Cam Fowler, 6 points en 16 matchs. L'an passé, quand il est arrivé avec Saint-Louis, c'était le défenseur le plus utile des Blues en avantage numérique. Il partageait un peu le temps avec Justin Falk, mais c'était quand même lui qui avait l'avantage. Là, cette année, il a commencé sur la première vague du jeu de puissance, mais il a été détourné par Justin Falk. Là, on a vu, dans les derniers jours, il est revenu de façon sporadique sur la première vague du jeu de puissance, mais on sent que c'est vraiment une alternance avec Falk, l'entraîneur qui, je pense, va y aller avec le défenseur qui peut-être le plus productif, qui fait mieux rouler les choses. Il va y aller de façon plus périodique. Un va bien, on va le faire jouer plus que l'autre. Tu veux jamais que ton défenseur offensif dans un pool aide la compétition comme carrière de jeu de puissance. Puis malheureusement, c'est le cas avec Fowler. Puis il faut le dire, je pense que c'est le retour du balancier pour Fowler. L'année dernière, il y a eu beaucoup de puck-luck avec Saint-Louis. Je ne sais pas s'il a bu une potion de Félix Félicis après avoir été changé. One vial of Felix Felicis. Aux Blues de Saint-Louis, mais il avait marqué aucun but en 17 matchs avec les Ducks. Ensuite, il arrive à Saint-Louis, bang, 9 buts en 51 matchs, pourcentage de tir de 12,7%, alors que sa moyenne en carrière est de 6,3%. On sent que c'est ça, que c'est le retour du balancier un peu. On redescend sur terre un peu de son côté. Comme je disais, utilisé de façon un peu sporadique en power play. Donc, il est dans une position difficile pour mettre des points au tableau. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de but. Là. Fait que, techniquement, au volume de tir carré, il devrait en avoir un. En termes de passes secondaires, c'est 33%. La moyenne qu'il a plus en carrière, tu tournes plus aux alentours d'un 50%. Fait que c'est comme si il n'y a pas un retour du balancier. Le balancier est allé complètement de l'autre côté. C'est ça. Je suis d'accord sur le fait que c'est décevant puis il y a un peu de compétition, mais
il reste que pour moi, pour Fowler, en tout cas, de mon opinion, moi, c'est pas un dump. C'est un gars je l'ai dans mon pôle et il me déçoit. Là, je m'attendais à mieux. Mais tu sais, est-ce que s'il avait fait 2 points de plus, un peu de chance, tu dis qu'il est 8 en 16, à quel point tu es déçu, tu sais, à quel point tu le dumpes. J'ai Ouais, l'impression sauf que que la ligne est fine dans son cas. Puis comme tu dis, effectivement, les Blues vont pas bien. les Blues vont pas bien. Puis je dis pas qu'il y a pas un moment dans la saison où Cam Fowler sera pas un gars que je vais chase, mais pour l'instant, tu sais, il faut se rendre à l'évidence, ça fonctionne pas à Saint-Louis, on marque pas. Puis, tu sais, pour les mêmes raisons que tu as évoquées avec Ekblad, moi, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est pas. C'est juste pas un bon moment pour miser sur Cam Fowler présentement. Comme je dis, c'est pas un gars qui est à dump à tout jamais pour la saison. Je pense qu'il va avoir ses moments pendant la saison, mais présentement, pas le joueur qui répond aux attentes. Surtout qu'avec la saison qu'il y a eu l'an passé, je pense qu'il y a beaucoup de bowlers qui l'ont repêché assez rapidement. Exact. Dans leur repêchage, puis ils livrent juste pas la marchandise. Puis c'est plate parce que quand on regarde ça sur papier, les Blues ont des bons joueurs, ils ont une bonne équipe. Donc, tu sais, ils ont des gars capables de marquer, mais ça fonctionne pour personne présentement. Donc, pour moi, c'est un dub. Pour que Jordan Kyrou ait été laissé de côté, il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. On va revenir à des joueurs des Blues qui ont déçu en deuxième période. Mais tu sais, ça reste que, comme vous avez dit, Fowler, Parayko, Broberg et Falk ont autant ou plus de points que lui en ce moment. Je pense que ça explique quand même beaucoup de choses. De mon côté, le joueur Dump, c'est un joueur qui est rendu un petit joueur fétiche qu'on aime parler à 100% pool parce que pour vrai, c'est une belle histoire et une histoire qui ne finit plus genre de s'écrire. Ben, c'est Emmett Finney. Et oui, encore, il est de retour. Après avoir connu un super beau début de saison, ça fait 7 matchs qu'il n'a pas marqué. Je pense que le temps et la chance ont commencé à le rattraper un tout petit peu. Vraiment, là, un peu comme pour Fowler, si je vous disais que Lev Shunov est disponible sur le waiver ou qu'il y a un autre joueur de disponible que vous pouvez aller chercher parce que vous avez cru en lui, vous êtes allé chercher, vous êtes comme, hey, j'étais allé chercher dès le début. Ben, en ce moment, il y a des joueurs qui performent mieux que lui. C'est ce genre de joueurs-là, dont Fowler, dont Finney, que je pense que vous pouvez les laisser aller. Puis s'il y a des joueurs disponibles et que vous pouvez vous permettre soit de le prendre maintenant ou à la fin du mois, d'aller l'échanger, faites-le. Il va y avoir des joueurs qui sont meilleurs que ça en ce moment. Si jamais il redevient hot, ben on va en reparler puis on va vous le dire, mais pour l'instant, ce n'est un autre. Mais Fini, pas complètement, il joue encore sur le premier trio avec Raymond et Larkin. Il y a encore beaucoup de temps d'avantage numérique. Dans les 2 derniers matchs, il a été mis sur une deuxième vague, mais il reste qu'il était là jusqu'à tout récemment. Son temps de jeu n'est pas si boxé. Il joue vraiment plus que Demidov, par exemple. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas une référence, vous me direz, mais il joue quand même. Il est encore présent. Les Wings sont juste revenus sur Terre. Là. Ils ont eu un début de saison qui était complètement débile. Là, ils jouent un peu plus à la hauteur de leur talent. Je ne dis pas qu'il va faire 75 points et mettre fini, mais est-ce que justement, là, il est dans le bon sweet spot avec un 8 points en 16 matchs? C'est-tu comme 40 je sais pas, points? parce que Là, quand tu regardes ses statistiques, il frappait. Écoute, à n'en plus finir, il y avait des matchs à 6, 3, 6 mises en échec, des fois 4. Là, dans les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers matchs, il y en a juste 2. Il tire pas mal moins aussi. Je pense juste qu'en général, en ce moment, lui, il a frappé un mur. Tout simplement. Est-ce qu'il va reprendre la confiance? Ça reste une recrue. C'est des recrues, ça cherche la constance. En ce moment, il l'a pas. Est-ce que ça revient? Là, tu vas le rechercher, mais honnêtement, non. Je crois pas, honnêtement, que ce que tu me dis là, le 8 en 16, mettons, ça pourrait être ce genre d'average, de moyenne qu'il pourrait atteindre. Je suis assez d'accord avec toi, Ali. Moi, je conclurais juste en disant que, tu sais, Emmett Finney, il ne faut pas oublier que l'année passée, il jouait avec les Blazers de Kamloops dans la WHL. Tu sais, ces saveurs du mois-là, ces gars-là qui ont un bon camp d'entraînement. Combien de gars on a vu connaître des camps d'entraînement de fous, bien commencer la saison puis s'éteindre après? Ouais. C'est rien contre Emmett Finney. Je veux dire, je suis convaincu que c'est un gars qui peut avoir une belle carrière. Il y a des attributs, on l'a vu, c'est un gros bonhomme. Il a déjà quand même marqué 8 points. Je veux dire, il joue sur un trio offensif, donc clairement, il apporte quelque chose. Il est capable d'être offensif dans la Ligue nationale, mais c'est un jeune joueur, donc il faut garder ça en tête aussi. Je pense à un gars, là, rappelez-vous Ty Ratty. Là, à un moment donné, il y avait un camp d'entraînement avec les Oilers d'Edmonton. Il avait brûlé le camp. Il jouait avec McDavid. Puis finalement, il s'est juste éteint en saison régulière. Puis bon, Ty Ratty, ça n'a pas fonctionné par la suite. Mais c'est juste pour dire que faut tempérer un peu les attentes avec ces jeunes joueurs-là qui sont un peu sortis de nulle part. Il faut se dire la vérité avec Emmett Finney. C'est un peu ça.
Et maintenant, on va passer au chase, les joueurs que vous vouliez aller chercher cette semaine ou dans les de manière plus pérenne dans le prochain mois en général parce que vous y croyez. Hugues, je vais commencer avec un premier joueur de ton côté, le grand frère des Sharks, le Bill Weasley des Sharks de San Jose, Tyler Toffoli, qui, écoute, est un excellent vétéran à San Jose en ce moment. Ouais, puis j'espère que les poolers n'ont pas paniqué avec le début de saison de Tyler Toffoli. Souvenez-vous, 3 points en 8 matchs. Tu sais, Tyler Toffoli, ça n'a pas toujours été le gars qui était très constant à niveau production. Là, il y a eu des saisons un peu plus décevantes en termes de total de points. Fait que c'était peut-être facile en début de saison de se dire comme oh, OK, Toffoli, c'est peut-être juste pas une année où il va produire offensivement, mais pour moi, c'était clair qu'il allait rebondir. Il vient d'inscrire 7 points à ses 8 derniers matchs. Il joue 17 minutes par match. Il joue avec, évidemment, Macklin, Celebrini et Will Smith. Présentement, difficile de ne pas faire de points si tu joues avec Macklin, Celebrini, qui est un des meilleurs pointeurs de la LNH. Meilleur coéquipier de Carey Price. Ouais, coéquipier de Carey Price. Donc, tu sais, les Sharks, c'est une équipe qui, bon, là, présentement, gagne un peu, mais bon, c'est une équipe de bas de classement. Puis généralement, c'est pas tout le temps les équipes qui attirent le plus les poolers. Tu sais, souvent, on veut des joueurs qui jouent dans des bonnes équipes. Mais les Sharks, là, c'est, tu sais, ils donnent beaucoup de buts, mais ils marquent plus de 3 buts quand même par match en moyenne. Avant les matchs de lundi, c'était ça. Des fois, les poolers, s'ils ne veulent pas des joueurs d'équipe poche, puis c'est vrai que ça peut te faire mal dans un pool, mais reste que là, présentement, Toffoli, moi, je pense qu'il est reparti. Puis je regardais ça, il est disponible dans 40% des ligues sur Fantrax. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous faites vos pools, mais ça vaut la peine d'aller voir s'il est disponible. Souvent, souvent, il y a des bons attaquants disponibles là, sur les waivers de votre pool parce que ces positions, c'est plus facile. Il y a plus d'attaquants, il y a souvent moins de défenseurs, moins de gardiens. Donc, peut-être que Toffoli est libre dans votre pool. Puis si oui, ben, prenez-les parce que je pense qu'avec Smith et Celebrini, peut terminer la saison en force. Dans le 60 points au total facilement, là, ça ne me surprendrait pas. Ah, puis c'est pas lui la remorque. Là. Il y a 5 mentions d'aide. Il y en a juste une qui est une passe secondaire. Là. Fait que c'est pas lui qui est à la remorque des deux autres. Il fait partie intégrante du trio. Fait que Celebrini, s'il a son 23 points en 15 matchs, c'est parce que Toffoli est là aussi. Là. C'est pas un sens unique. Ton deuxième joueur, Hugues, écoute, tu t'es dit, je vais être dans une thématique. Tyler Toffoli, t'es allé pour un autre Tyler. Tyler Bertuzzi, ce coup-là. Exactement. Tu sais, Tyler Bertuzzi, c'est un autre qui joue avec un bon joueur présentement. Il vient d'être muté sur le trio de Connor Bedard avec Andrei Burakovsky. Ça fait 2 matchs. Là. Il a passé le début de la saison. Il joue avec Frank Nazar et Teuvo Teravainen. Mais là, Frank Nazar est tombé au combat. Corbeau, je sais pas si t'en as dormi de la nuit. Je sais que tu l'aimes beaucoup, là, mais je me suis couché vraiment tard. Là, j'ai pleuré longtemps. Tu as pleuré en regardant sa photo, je suis convaincu. Donc, tu sais, ça a forcé un peu un remaniement de trio à Chicago. Mais là, je veux dire, Bertuzzi, présentement, c'est 4 points à ses 2 derniers matchs, mais était déjà sur une bonne séquence avant que Nazar se blesse. Bon, il joue sur le premier trio à 5 contre 5 avec Bedard et Burakovsky, mais il joue aussi en avantage numérique avec Bedard. Puis vraiment, la chimie semble opérer entre les deux. Ça semble bien se trouver sa patinoire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les faits saillants des matchs des Blackhawks, mais ça fait 2 fois là, qu'en avantage numérique, on les voit faire le même jeu. Bedard se place au cercle, il est patient, puis envoie une passe directe à l'embouchure du filet à Bertuzzi qui fait juste rediriger en plaçant sa palette. C'est des points des buts qui ramassent comme ça parce que Bedard est un joueur spécial qui parvient à le faire produire. Puis, il ne faut pas oublier, Bertuzzi, c'est un gars qui est capable de compléter des bons joueurs. En Détroit, il a joué avec Larkin puis Raymond. Il a fait une saison de 60 points. À Toronto, on l'a vu avec Tavares, avec Nylander. On l'a vu aussi avec Matthews. Il a frôlé le plateau des 50 points plusieurs fois en carrière. C'est un gars qui est capable de la mettre dedans, qui est capable de faire des bons tableaux, puis qui, par séquence, pendant la saison, va vous donner une bonne récolte de points. Puis présentement, il faut sauter sur l'occasion. Le jeu de puissance des Blackhawks qui va tellement bien présentement. Bon, c'est sûr, là, il y a 6 buts en 3 matchs. Là. Il y a sur 9 tirs. Là, c'est évident qu'il va revenir sur terre. Il ne va pas marquer à ce rythme-là pour toute la saison. Mais Bédard est tellement bon, il est sur une bonne séquence, il va inévitablement faire produire ses ailiers. Puis on le voit pas juste avec Bertuzzi, on le voit présentement avec Andrei Burakovsky qui renaît. 14 points en 15 matchs, il n'y a pas grand monde qui avait prévu ça. Andrei Burakovsky a commencé la saison sur beaucoup de waivers dans plusieurs pools, donc c'est le temps d'en profiter. Ce que je trouve fou, c'est que
Bertuzzi, l'année passée, il a fait 20 points en power play quand même. Tu sais, comme cette chimie-là avec Bédard que tu décrivais, elle existait avant. Ouais. Là. Ouais, C'est tout pas à fait. nouveau, ça sort pas de nulle part. Oui, son pourcentage de tir est trop élevé, mais son nombre de passes secondaires est pas tu sais, vraiment trop élevé non plus. Il joue plus. Fait que, tu sais, plus de responsabilités, ça peut être intéressant. Surtout que les Hawks jouent dans 2 semaines. Je pense qu'ils jouent 4 matchs, 4 off-night. Non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Là. Fait que, tu sais, prenez-les maintenant puis ridez la vague jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ouais, ça a vraiment l'air d'être une belle recette là-bas. Quand tu me parles de Burakovsky, j'ai juste l'impression que c'est une belle recette de burrata là-bas qui vient de pogner à Chicago. It's a special recipe. Guillaume, toi, pour tes chases, un peu comme Hugues, t'es allé dans une certaine thématique. C'est dit, je vais vous suggérer des joueurs des Penguins de Pittsburgh. Oui, 2 joueurs des Pingouins. Commencer par l'attaquant, le jeune attaquant Ben Kendall, qui était probablement un gars qui n'était pas sur beaucoup de radars. Oui, a été un haut choix, le 11e au total, au dernier repêchage. Ça veut dire qu'il a 18 ans et demi. Parce que je pense que quand tu es en bas de 20 ans, tu peux encore compter tes demi-années. Là. Et là, il se ramasse à jouer avec Sidney Crosby sur un premier trio. Beaucoup de blessures avec les Pingouins. Manta a été blessé, Brazo blessé, Raquel blessé. Ça lui a ouvert une porte. Et il le fait très bien, Kendall. Je pense pas qu'il va faire 90 points cette année. Il ne faut pas revirer fou. Mais quand tu joues avec Crosby, un peu comme Bédard, c'est le genre de joueur qui va exploser aux côtés qui fait exploser en fait ses partenaires de trio. Crosby a quand même rendu une vedette Ryan Rust, Connor Sheary à l'époque, James Neal en a profité, Kessel en a profité. Hornqvist a été un joueur vedette avec les Pingouins juste parce qu'il joue avec Crosby. Donc, moi, Ben Kendall, je pense que c'est un bon joueur. Il a l'air d'être parti pour passer la saison avec les Pingouins. Et quand tu regardes un petit peu plus loin là, ses statistiques, c'est un gars qui commence beaucoup de. Tu sais, il n'est pas archi protégé. Là. Il commence 50% des mises en jeu en zone offensive, donc il n'est pas outrageusement mis dans une situation avantageuse. Il est sur un trio un peu comme n'importe qui d'autre. Et dans les 4 derniers matchs, bon, il y a 2 matchs de 2 points, vous me direz, mais c'est quand même du temps de glace de qualité, du 22 minutes, du 20 minutes, du 19-53, qui est quasiment 20 minutes. Et je joue à outrance. Prenez cette vague-là. Raquel est encore out pour un bon 4 à 6 semaines. Brazo, Hugues, tu sauras peut-être plus me le dire, mais il n'est pas là, il n'est pas de près d'être de retour au jeu non plus. Non. Donc, c'est une belle option offensive. Puis les Pingouins, ils vont bien. Force est d'admettre qu'à un moment donné, ils vont peut-être continuer à être sur cette vague-là un petit bout de temps. Donc, pour moi, Ben Kendall, c'est un bon choix à prendre maintenant. Évidemment, si vous avez un keeper, il est probablement déjà pris. Mais pour ceux qui n'ont pas un keeper, là, ça peut être un bon joueur de profondeur qui va surprendre. Tout un joueur fatigant quand tu viens chercher un jeune là, puis qui ride longtemps, c'est toujours payant. Dans les poules à masse salariale, il jouait bien même avant d'être sur la ligne avec Crosby. Il surprenait quand même beaucoup de monde. Je pense que je me souviens quand on parlait à Pascal de Tout sur le hockey, notre épisode sur les recrues, on parlait de Ville Koivunen, on parlait de Rutger McGroarty. Le jeune Ben Kendall, lui, il a pris sa place sérieusement. Puis effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il va effectivement finir la saison. Il a passé les 7 matchs, 9 matchs. 9, il y en a 15. Sa moyenne de tir, c'est 2,1 tirs par match. C'est pas mal de shots. Là. C'est plus que plusieurs autres jeunes de 18, 19, 20 ans. Là. Puis ton autre joueur, c'est le gardien de but, en fait, des Penguins de Pittsburgh, Arthur Silovs, le Lettonais. Le Letton, c'est pardon. Comme si c'est le Lettonais. Ouais, non, Silovs, moi, je trouve que ça sonne un peu non Harry Potter, d'ailleurs. Arthur Silovs, ça pourrait être un, je sais pas, un mange-mort, whatever. Oui, écoute, Silov, en 9 départs, il y a 4 victoires, 2 défaites, 3 défaites en prolongation, mais 7 départs de qualité. C'est-à-dire que quand le gars est dans les filets, les Pingouins ont une chance de gagner. Tristan Jarry est blessé. Tristan Jarry qui a quand même pas une mauvaise saison non ça plus. Allait très bien, Tristan Jarry. C'est remis. Blomqvist dans les mineurs qui est blessé aussi, qui était probablement la seule menace potentielle pour Silovs. Donc, il a toute la place. Les Pingouins jouent bien. Silovs est bon. Il joue bien lui aussi. C'est un gars qui est un peu tombé dans l'oubli et passé des Canucks aux Pingouins. Un peu un mal-aimé. C'est comme un gardien de but de secours mal-aimé qui fait toujours bien. Donc, moi, je trouve que c'est un gardien de but qui est super intéressant. Puis quand tu regardes son court passage avec les Canucks, il a quand même pas mal gardé les buts. Là. Sa moyenne en carrière de départ de qualité, c'est 52,2%. Donc, c'est très dans la norme, c'est très bon. Là. Ça ressemble à ce que Montembeault fait depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale. C'est un gardien de but qui n'a même pas 25 ans, 24 ans et demi lui aussi. Fait que moi, je trouve qu'Arthur Silovs, c'est un bon choix un peu underground. Surtout que les gardiens en arrachent depuis le début de la saison. Je connais aucun pool que des gardiens qui vont bien. Là. Tous les gardiens de but qui étaient safe vont mal. Très peu de blanchissage. Il y a beaucoup de buts qui se donnent.
Mais il n'y a pas beaucoup là, de gardiens qui se sont démarqués. Donc, un gardien qui garde beaucoup les buts puis qui va aller chercher des victoires, ça vaut son pesant d'or. Puis, si vous avez des statistiques avancées, ben, si là, vous êtes une option intéressante là, avec ses départs de qualité, il va vous donner une bonne moyenne de pourcentage d'arrêt. Les gardiens, c'est un peu. Choisir un gardien dans un pool, c'est un peu comme mettre ton nom dans la coupe de feu. Il y a plein de noms qui sont mis dedans, puis à un moment donné, attends pitch un, puis c'est lui, lui qui est choisi, c'est lui qui. C'est lui qui est bon cette année-là. On dirait qu'il y a tellement d'imprévisibilité avec les gardiens. Moi, personnellement, dans mes poules, je suis juste incapable d'avoir des bons gardiens chaque année. Peu importe ce que j'essaie, c'est du vaudou. Je sais pas, je suis pas capable de. Mais il y en a plein. On pourrait faire un épisode spécial de gardiens, le nombre de gardiens de but qui sous-performent, que leurs équipes vont pas bien. Tu sais, Bobrovsky, pas très, très payant parce que les Panthers sont pas dominants. Shesterkin non plus. Non. Même Erlebuck a quand même pas une grosse saison par rapport à ses standards. Bennington, on n'en parle pas. Ça va vraiment pas bien du côté des Blues. Fait que, le Canadien Montembeault, qui était techniquement un métronome, perd vraiment beaucoup de départs. On a qu'à en penser, puis on en perd. Il y a des blessés, Adden Hill qui est blessé. Fait que, ça en fait beaucoup de gardiens de but qui vont pas bien. Là, on en a un qui est un gardien de but numéro 1 dans une équipe qui surprend, certes, mais qui gagne des matchs. Ça vaut la peine de prendre une chance avec Steelers, beaucoup plus qu'avec... T'attends-tu à ce que ça casse à un moment donné, les Pingouins? Oli, je te pose la question aussi, mais on dirait que moi, j'ose pas trop me lancer sur les joueurs des Pingouins. On dirait que je m'attendais tellement à rien de cette équipe-là. Tu sais, c'est comme la seule équipe qui, pendant l'été, a pas vraiment rien fait pour s'améliorer de façon concrète. On se disait cette équipe-là s'enligne plus pour la loterie McKenna que pour un billet pour les séries éliminatoires. Finalement, tu sais, on dirait que je m'attends à ce que ça casse constamment, puis ça casse pas. Ils sont juste vraiment bons. Je pense que c'est surtout du fait que leurs vedettes sont vieilles, sont vieillissantes. Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Brian Rust rajeunit pas non plus leur défensive, le temps et Carlson. Fait que nécessairement, tu penses que le temps va les rattraper un petit peu. Mais ça m'étonne encore de penser qu'un Brazo, un Menton, on en a parlé sur le podcast justement à quel point tu t'attends pas à ce que des joueurs comme ça performent. Lorsqu'ils sont bien entourés, ben, ont quand même réussi à donner un petit peu quelque chose. Mais quand tu regardes, écoute, là, c'est peut-être le daily reminder de Daily Face-Off d'aujourd'hui. Mais quand tu regardes la troisième ligne des Penguins de Pittsburgh, c'est Yuna Kopanen. Pardon, excusez-moi, je crois que je suis quand même un fin connaisseur de hockey, mais je ne connaissais pas ce jeune, ce jeune joueur qui joue avec eux. Donc, je pense que oui, je pense qu'à un moment donné, la roue va débarquer un tout petit peu. Est-ce qu'ils vont être rattrapés un petit peu à force de jouer? Je pense que oui. Surtout avec des gardiens comme ça. Un gardien qui sort une saison de son chapeau magique, qui joue bien. Il s'est fait dire qu'il était à Gryffondor, puis là, ben, il prend tous les points qui passent. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça va les rattraper, effectivement. Moi, je pense que la métropolitaine est tellement faible comme division qu'ils vont être capables de s'en sortir. Les Islanders n'ont pas une grosse équipe. Les Flyers n'ont pas une grosse équipe. Les Jackets, c'est up and down. Bon, t'as les Hurricanes qui sont peut-être dans une ligue à part, mais pour le reste, les Devils aussi. Mais pour le reste, c'est faible. Même dans l'Est, en général, les équipes en arrachent. Les Panthers, les blessures, ça finit par te rattraper. Le Lightning a connu un mauvais début de saison. Puis, tu sais, il y a comme tellement d'équipes, pour utiliser une mauvaise expression, dans le mix, dans l'Est, que les Pingouins réussissent à aller gagner des points à gauche et à droite. Fait que, tu sais, est-ce que la chaîne va débarquer chez les Blackhawks? Ils vont me dire, ah non, ils ont Bédard, mais je veux dire, ben, ils ont Crosby puis ils ont Malkin. Tu sais, tant ils sont dans que ces gars-là jouent, ils sont encore en vie. Ils sont peut-être juste vraiment moins mauvais qu'on pense. Mais tu sais, dans l'Est, là, j'ai pas regardé le classement avant l'enregistrement, mais en fin de semaine, toutes les équipes jouent au minimum pour 500. Fait que c'est sûr qu'ils sont dans le mix, ils sont là-dedans. La chaîne va peut-être débarquer, mais ça débarque au 40e match. Il en reste encore 25 là, pour faire des points. Puis, il suffit d'une mauvaise séquence, puis c'est terminé. Mais pour le moment, je pense que le vélo est bien huilé. Les gars, ils pédalent encore. Il y a encore du jus dans... Il y a encore de l'essence dans le réservoir à essence. Je sais pas, je prendrais le guess de continuer à prendre des joueurs des Pingouins, puis quand ça va commencer à débarquer, je pense que ça va pas être sporadique, là, ça va être d'une shot. Oui, exact. On en a parlé la semaine dernière que la parité, surtout dans l'Est, vraiment, là, elle est vraiment présente. Les Sénateurs sont 6e dans l'Est avec 19 points. En ce moment, lundi 10 novembre, avant les matchs soient joués. Et Buffalo sont à 5 points au dernier rang dans l'Est. Fait que je pense que tout peut arriver à tout moment. Pour finir, peut-être Toi, Lee, à cette période, c'est qui des deux Chase à toi?
Quand même, Je vais y aller avec un vétéran. Matt Zuccarello revient de blessure et pas choisi dans énormément de poules en ce moment. Euh, il va encore jouer avec Kirill Kaprizov. Va avoir le power play numéro 1 là-bas au Minnesota. Je pense que si tu veux aller chercher quelqu'un en croyant qu'il va avoir du succès à court, moyen et long terme, un Matt Zuccarello qui a un peu passé sous le radar à cause de sa blessure. Oui, il vieillit. Oui, c'est un band-aid boy, comme on l'aime l'appeler. Je pense que là, il vient de faire sa blessure. Il est reparti. On peut compter sur lui. Il ne va pas perdre sa place, je pense, sur un premier trio. Puis Minnesota commence de plus en plus à avoir justement des bons joueurs un peu partout si jamais il allait sur un deuxième trio. Il a joué juste 2 matchs, Zuccarello, avec le Wild depuis le retour de sa blessure. Il a passé quasiment 24 minutes. Pas en moyenne, au total. Donc, en moyenne, 12 minutes par match avec Kaprizov et Rossi. C'est 84% du temps de glace à 5 contre 5. Ils ont passé les 3 ensemble. Oui, puis de retour sur la première vague de jeu de puissance, là, d'ailleurs, ceux qui avaient tendu une perche à Vladimir Tarasenko en début de saison, on peut, là, ça risque d'être peut-être un petit peu plus difficile parce que c'est lui qui a été bumpé, là, qui s'en va sur la deuxième vague. Donc, on revient avec Zuccarello sur la première vague de jeu de puissance. Tarasenko qui aura quand même bien servi en début de saison. Alors, il n'a pas été vilain. Là. Ça a été une bonne option quand tu as besoin d'un streamer ou quelque chose. Tu as besoin de bien finir ta semaine. Ça a été un bon joueur. Mais là, vraiment, Zuccarello, moi, je trouve ça un très bon choix. La chimie entre lui et Kaprizov, ça opère tellement. Ces deux-là, depuis qu'ils sont ensemble au Minnesota, sont inséparables. C'est un des beaux duos. Je dirais presque un duo sous-estimé. Le Kaprizov n'est pas sous-estimé, mais c'est un des duos dont on parle peu, qui est vraiment très, très efficace dans la Ligue nationale. Ouais, lorsque Kaprizov et Matt Zuccarello ne sont pas blessés en ce moment, là, depuis qu'ils sont ensemble, franchement, ils font des flamèches. Ouais. L'autre joueur que je voulais vous recommander dans mes chases, c'est un joueur qui est un peu passé sous le radar lui aussi en début de saison parce qu'il a signé un PTO, Jack Roslovich à Edmonton. Il se fait donner du temps de glace. Il y a certaines choses que j'aime beaucoup, le fait qu'il tire qu'il n'a jamais tiré en carrière à 2,4 tirs par match. Il tire à seulement 8,8% en ce moment, ce qui est un peu en dessous, / un peu dans les pourcentages qu'il a dans les dernières années. Donc, c'est le fun, hein, jouer Draisaitl. Ben non, mais franchement, quand tu as un déploiement comme ça, puis en plus, tu es sur la première vague d'avantages numériques, c'est le genre de gars que tu veux aller chercher. Il est encore disponible. Il est seulement dans 35% des alignements sur Fantrax, 17 sur Yahoo. Il est disponible en masse. Allez le chercher. C'est un joueur qui, par son déploiement, va vous donner des points. Ce ne sera pas un gars de 60-75 points. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais si vous voulez aller chercher un joueur qui, justement, Ryan Nugent-Hopkins vient de se blesser, juste pour une semaine, mais quand même, il va saisir l'opportunité puis il a prouvé qu'il était capable de mettre la puck dans le filet aussi puis de suivre certains bons joueurs dans sa carrière. Donc, Jack Roslovich et Matt Zuccarello sont mes 2 chases pour cette semaine. Et c'est ce qui fait le tour de cette première période. Début de deuxième période, on va passer les joueurs qui vous ont déçus, les gars, depuis le début de la saison. Des joueurs que vous regrettez d'avoir repêchés, que vous pensiez qui avaient un beau potentiel. Tu sais, un Ginny Weasley, là, que dans les livres, il en parlait donc, puis dans les films, ils en ont pas parlé. Un Gilderoy Lockhart, il avait donc l'air beau, bon et excellent, puis finalement, c'était une poule mouillée. Fait que c'est qui les joueurs, dans le fond, qui vous ont déçus cette année? Si vous voulez, si ça vous dérange pas, je vais commencer avec le mien parce que c'est une vraie déception de mon côté. Puis on en avait parlé, Corbeau, pendant en masse, en fait, en début de saison. Mason McTavish, des Ducks d'Anaheim. Je pensais sincèrement que c'est lui qui allait être le centre numéro 1 et la bougie d'allumage chez les Ducks qui sont en feu et qui sont vraiment incroyables. Mais finalement, c'est Leo Carlsson. Je regrette un peu de ne pas avoir choisi Leo Carlsson, puis je regrette d'avoir choisi Mason McTavish. Puis j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Est-ce que vous l'aviez vu venir, ce Leo Carlsson, puis est-ce que vous pensiez que c'était Mason McTavish qui allait être le centre numéro 1? À long terme, moi, je me doutais que ça serait Leo Carlsson qui aurait le rôle de premier centre. Mais par contre, je pensais pas que ça arriverait si vite que ça.
En ce moment, Leo Carlson, c'est hallucinant ce qu'il fait. Il est sur un rythme de 120 points, genre au-dessus de 100 points. 140, 137. Il ne maintiendra pas ça. On s'entend, il tire à 27 je veux dire, les Ducks, en général, c'est une équipe qui, en ce moment, tout rentre, tout va trop bien. Donc, moi, je pense qu'ils vont... Tout le monde va un petit peu régresser, mais reste que Leo Carlson, quand même qu'il régresse un peu, il a vraiment cimenté sa place comme pilier de cette équipe-là. Je pensais pas que ça arriverait si vite que ça. Je pensais qu'à long terme, je voyais le potentiel d'un Leo Carlson pour être un joueur vraiment dominant avant cette saison, mais je pensais pas que ça arriverait aussi rapidement que ça. Moi aussi, Mason McTavish, je pensais que peut-être en attendant vraiment la grande éclosion de Leo Carlson, il y aurait l'avantage, il y aurait une meilleure production que ça. Mais quand même, je veux dire, 11 en 15, Mason McTavish, c'est pas catastrophique non plus. C'est sûr que, si tu le repêches en t'attendant à ce qu'il fasse un point par match, c'est évident que tu es déçu. Mais bon, c'est pas vilain. Les Ducks marquent en fou. Moi personnellement, Oli, je n'irais pas jusqu'à le qualifier de déception. Mais c'est vraiment plus que je regrette de l'avoir choisi parce que je pensais que c'est lui qui allait être Adam Banks. Adam Banks, Edina, Minnesota. Puis pas Charlie Conway, dans le fond. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Puis c'est l'inverse, puis c'est Carlson qui était le Adam Banks, dans le fond, avec les Ducks d'Anaheim cette année. Mais il faut faire attention. McTavish, en ce moment, il tire 1,6 fois par match. Dans les 2 dernières saisons, il roulait à du 2,4 ou du 2, les 3 dernières saisons même. Fait que, tu sais, il va peut-être réguler son nombre de tirs par match, parce que son pourcentage de tirs est semblable aux années passées. Fait que, tu sais, s'il augmente ses 50 de plus, s'il tire 50 de plus, il va aller chercher 2 buts de plus. Il n'est pas très loin d'aller chercher quasiment le point par match. Il joue plus, on en parlait en début d'année, Oli, toi puis moi, mais on se disait qu'ils vont jouer plus, c'est Ryan Strome qui va jouer moins, mais ça arrive. McTavish, il joue quasiment une minute de plus que l'année passée. Il est allé chercher cette minute-là supplémentaire. Il joue en avantage numérique un peu moins. Est-ce que ça peut revenir? Je pense que ce ne sera pas très long qu'il va revenir sur l'avantage numérique parce que, encore une fois, c'est insoutenable ce qui se passe chez les Ducks. Fait qu'il va avoir ce mouvement-là. Je ne serais pas surpris qu'il laissait avec 5 attaquants. C'est pas comme si Jackson Lacombe ou Olin Zellweger faisaient des miracles à la pointe. Ils sont tous les deux pas très performants. Fait que pour moi, McTavish, il n'est pas, comme Hugues disait, il n'est pas décevant. Puis je pense qu'il y a encore de la place pour aller chercher un peu plus. Puis de l'autre côté, Carlson, c'est l'inverse. Son pourcentage de tir est trop élevé, mais pour le reste, son nombre de passes secondaires est quand même un peu élevé. Il est en haut de 40 %. C'est quand même pas mal. Il profite du fait que Cotter Gauthier tire quasiment 5 fois par match. C'est-tu vraiment soutenable? Est-ce que Cotter Gauthier peut tirer aussi souvent que Ovechkin dans ses bonnes saisons? Ben, moi, je sais pas. On va s'en reparler de Cotter Gauthier, mais c'est un gars qui, au collège, tirait déjà beaucoup. Mais c'est vraiment juste parce que Mason McTavish joue avec Cotter Gauthier. J'étais comme, je suis un mini peu déçu. C'est pas la plus grosse déception que j'ai. Fair enough, je suis d'accord. Mais c'est une petite déception par rapport à l'autre centre que je pensais. Troy Terry connaît aussi une méchante saison. Tous ces attaquants-là vont tellement bien. Ils vont tous tomber sur une panne éventuellement. Ils vont tous arriver. Ils vont tous ralentir en même temps. C'est peut-être que là que McTavish va se faire voir, mais c'est sûr que le fait qu'il tire moins que l'année passée, de 50 % moins de lancers, ça a un impact sur sa production offensive, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ils peuvent pas. Est-ce que les Ducks peuvent vraiment compter plus de buts? Je pense pas. Ils peuvent juste en compter moins. Je pense pas que Carlson peut tirer plus qu'à 27 %. Mais c'est sûr qu'à long terme, là, je pense qu'il faut réviser les attentes envers Mason McTavish. C'est sûr qu'à long terme, je pense qu'il faut voir Carlson comme la super vedette de cette équipe-là. C'est pas juste de la luck. Là. Tu fais pas 25 points en 15 games parce que t'es chanceux. C'est une superstar, ce gars-là. C'est un joueur dominant pendant des années. Fait que c'est sûr qu'il faut peut-être plus voir, Oli, une dynamique à la Jack Hughes, sans comparer les joueurs, là, mais une dynamique à la Jack Hughes, Nico Hischier au New Jersey. Jack Hughes qui est vraiment l'attaquant super vedette, capable d'aller chercher il l'a pas encore fait, là, mais je veux dire, il est en santé. Il a 99 points. Oui, c'est ça. Capable d'aller chercher un 110 points. Ça va peut-être être ça avec Leo Carlson puis avec McTavish. Ben, plus un Hischier, un gars plus steady Eddie, là, qui te fait un 70-80 points par année, qui fait un peu de tout sur la glace. Je pense qu'il faut voir ça comme ça. C'est pas vilain. Pour ça, moi, je ne le qualifie pas de déception, mais comme je te dis, je pense dans ton cas, tu l'as repêché, comme tu dis, en t'attendant qu'il soit premier centre et qu'il fasse tellement de points. C'est sûr que c'est décevant dans ce cas-là, je peux comprendre, mais regarde, ça n'enlève rien à McTavish. Ça va être un excellent joueur. Si Carlson avait 10 points en 15 games, tu serais content d'avoir McTavish avec 11 en 15. C'est sûr. Il y a une progression. Exactement. Effectivement.
Je vais aller maintenant avec un joueur du côté de Sans Mêlé, Marcel. Ton chandail, ton chandail un peu à l'effigie d'un des pires chandails de hockey qui a existé, à la couleur un peu moutarde. Le joueur Steven Stamkos des Prédateurs de Nashville est ton premier joueur déception que tu regrettes d'avoir repêché cette année. Ouais, je l'aime, mon chandail. Écoute, non, Je parlais du chandail des Prédateurs là, ici, c'est juste la couleur. C'est une joke. Non, je niaise, effectivement. Je sais très bien de quel chandail tu parles. C'est vrai que c'est pas super. Mais oui, Steven Stamkos. Écoutez, les gars, Stamkos, 4 en 17. Ça n'a aucun sens comment il est pas productif. Je veux dire, tu sais, je comprends, là, Nashville, c'est pas une grosse équipe, mais quand même, il joue sur la première vague du jeu de puissance. Tu sais, l'an passé, il y a eu une saison difficile, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui voulait croire que, bon, c'est parce qu'il avait passé sa carrière à Tampa Bay, puis il arrivait dans une nouvelle équipe, puis là, l'arrivée dans un nouvel environnement, tout chamboulé, tout ça a comme chamboulé sa saison. Tu sais, c'est pas rare qu'on voit ça. Je pense le premier exemple qui me vient en tête, c'est Joe Pavelski. Il pensait à sa première saison avec les Stars de Dallas, Joe Pavelski. Les poolers étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Joe Pavelski, soudainement, est un joueur qu'il faut dumper de nos pools? Il a prouvé par les saisons qu'il a faites après que pas du tout. Il a été un joueur dominant avec les Stars pendant plusieurs autres saisons par la suite. Je voulais que ça soit ça avec Steven Stamkos parce que je l'ai dans un de mes pools. Je me disais, ça va débloquer un minimum, mais coudonc, il s'enligne vers littéralement vers la pire saison de sa carrière. Moi, je pensais pas que sa saison de l'année passée, c'est quoi qu'il a fait l'année passée? 53 points, je pense. Ouais, 52 en 82. Ouais, ben, je me disais, ça peut pas être pire que ça. Je me dis, ça, c'est le plancher, il peut pas aller en bas de ça. Je m'attendais même à ce qu'il remonte un peu, tu sais, peut-être un début soixantaine, mettons, entre 60 et 65 points, mais les gars, je suis flabbergasté, je comprends pas ce qui se passe. Puis, tu sais, je sais qu'il n'y a plus Kucherov avec lui pour lui donner la rondelle en avantage numérique. Autour de lui, bon, là, on a Josi qui est blessé présentement. Tu sais, O'Reilly, c'est sûr, c'est plus le joueur offensivement que c'était. Bon, quasiment un point par match, O'Reilly, quand même. Ouais, non, mais oui, mais tu sais, même... ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de Kucherov, il n'y a pas de grosse vedette offensive avec lui, mais quand même, je m'attendais à mieux que ça. Moi, il n'y a pas 40 ans, là. Non, il n'y a pas 40 ans. Là. Il n'est pas il est âgé, là, dans le sens où est-ce qu'il n'est pas un joueur de hockey, c'est pas jeune, mais... Puis c'est un des meilleurs joueurs de sa génération, Steven Stamkos. Là. C'est un des meilleurs buteurs de sa génération. Tu sais, ces gars-là, normalement, vieillissent bien. Là, les joueurs qui sont... Je ne suis pas en train de dire que c'est un joueur qui était rapide, mais... Tu es reconnu par un bon coup de patin, un bon lancer. Je comprends qu'il y a une... Exact. On ne s'entendait pas à ce qu'il fasse encore 40 buts, mais là, 3 en 18. Tu sais, son pourcentage de tir est à 8,3 %, qui est grosso modo, là, la moitié, 50 % de ce qu'il a fait en moyenne de carrière. Exemple qu'on lui donne sa moyenne en carrière, ça lui ferait 6 buts et une passe. C'est quand même bien juste 7 points en 18 matchs. Tu sais, comme, même si tu reprends les anomalies statistiques et tu les mets selon ses moyennes, c'est décevant. J'ai juste plus bon. C'est plate, mais c'est... Puis l'année passée, c'était un début de décroissance. Là, il est rendu qu'il joue 17 minutes par match. Puis quand tu regardes là, dans les différents matchs qu'il a joué, il y a eu des matchs où il a joué 16 minutes puis des 15 minutes dans une équipe faible. Dans une équipe faible des Prédateurs, ça n'augure absolument rien de bon. C'est vraiment l'impression que c'est Snape devant Dumbledore, puis tu le sais qu'il va y avoir une tragédie. Ça, c'est Stamkos avec la retraite. Là. Tu sais que ça s'en vient. Ouais, c'est comme comparé, mettons, à un Ovechkin qui a continué à être productif, mettons, dans son bureau comme Stamkos l'a été pendant plusieurs années. Effectivement, il a pris un peu une petite débarque. Corbeau, de ton côté, peut-être premier joueur de déception. Un joueur dont tu as parlé, je pense, en masse. Je vais aller avec le camarade Andrei Svechnikov. Sup, comrades? What? Ben là, il est de retour. Svechnikov, il me déçoit, mais il est de retour, puis c'est un peu ça qui me déçoit, en fait. Il est extrêmement inconstant, il a vraiment été décourageant en début de saison. Puis je comprends que je faisais partie de ceux qui avaient dit qu'il n'allait pas être performant, là, que son 55 points-ish de son rythme dans l'année passée, c'était peut-être le nouveau rythme Svechnikov, un 55-60. Mais là, je l'avais pas sur ma carte de bingo qui pouvait descendre à un 30-35 points. Tu sais, son pace en ce moment est à 38 points. Bon, il va jouer j'ai recommencé à jouer avec Jarvis et AO de 4 points en 3 matchs. C'est pas compliqué. Quand il joue avec des bons joueurs, il a recommencé à retrouver le fond du filet. Pour combien de temps? Ça, c'est une bonne question.
c'est juste, j'y fais plus confiance. C'est un joueur que tu te dis, il va me faire quasiment 80 points. OK, j'accepte qu'il peut peut-être m'en donner 60, mais là, tu sais pas s'il va t'en donner 40 ou 70. C'est selon avec qui il joue. Puis ça me rend un peu plus nerveux de l'avoir dans mon équipe. Son temps de glace varie, il est en avantage numérique ou il ne l'est pas du tout. Fait que c'est décevant de voir que dans une équipe qui, offensivement, n'est pas archi garnie après Ehlers, Jarvis et Ao. Quand tu regardes sur le deuxième trio, le Zoshnikov et Taylor Hall est présent. T'as Kotkaniemi qui est encore là. Jordan Starr, Bradley Nadeau est retourné dans les mineurs. Stankoven n'a pas une saison à tout casser non plus. Fait que, comme des munitions offensives, là, les Canes, ils en ont pas beaucoup. Et Svechnikov se retrouve à jouer avec Eric Robinson sur une 4e ligne. Je trouve que ça en dit long sur c'est quoi qu'on attend du camarade Svechnikov. Fait que moi, c'est une déception. Puis je vois pas dans quel monde est-ce que ce joueur-là va faire son 60 points que je le voyais faire en début de saison. Puis je me disais, s'il en fait 45, ça va lui faire un peu en 2 matchs à partir de maintenant. Mais ça va peut-être être ça. Mais tu disais qu'il était revenu. Est-ce que si tu es un pooler, justement, puis tu dis, OK, il va peut-être pas atteindre son total de points final sera peut-être pas ce qui a été dans les dernières années, mais est-ce qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison, c'est un joueur que tu veux aller chercher justement à cause de ça parce que tu penses que s'il reste sur un déploiement de premier trio, ben ça vaut la peine d'aller le chercher en ce moment jusqu'à la fin, s'il ne se blesse pas, parce que c'est sûr que s'il reste là, mais il y a une raison pourquoi il varie d'une place à l'autre depuis le début de la saison, c'est parce qu'on ne lui fait pas confiance, fort probablement dans les missions défensives. Puis quand tu regardes son utilisation d'avantage numérique, ça en dit long aussi. Un match, il va jouer 70% du temps d'avantage numérique. Le match suivant, 38. Ensuite, 60, 60, 45. Ça veut dire qu'il n'y a pas une place cimentée sur le premier avantage numérique des Kings, puis on cherche des solutions. Costis Bear est blessé, puis on tente de trouver quelqu'un qui prendre cette balle-là au bon. Sean Walker qui joue, qui a une bonne séquence. Fait que, pour moi, c'est ça, Svechnikov. Quand tu fais pas confiance à un joueur pour qu'il te fasse 60 points, puis que tu penses qu'il va peut-être en faire 35, 40, il y a comme un écart tellement grand que je préfère que ce risque-là soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Si j'avais un club perdant, je me disais, bon, mais je peux prendre le risque au pire aller, je finirai dernier. Mais si tu essaies de gagner, le genre de joueur à fuir, un peu comme Stamkos précédemment, tu n'as plus confiance en lui. Que quand tu perds confiance en un joueur dans ton pot et que tu veux gagner, ben, il faut que tu sois chanceux un maudit pour gagner. Fait que si tu le chipperais, si tu l'avais dans ton pool, tu le chipperais à Hugues pour des meilleurs picks, mettons. Je te dirais que dans notre pool en ce moment, c'est plus Hugues qui me chipperait Zvechnikov, mais c'est plus ça présentement. C'est plus moi qui ship mes cancres à Corbeau. D'ailleurs, c'est arrivé cette semaine. Donc, ouais. Bon. Hugues, peut-être un deuxième de ton côté. Devin Taves, le défenseur du Colorado, qui, écoute, on en a parlé au podcast. Je suis curieux de t'entendre de ton côté. C'est quoi ta perception de Devin Taves et pourquoi il te déçoit? Ben pour moi, mais Devin Taves, c'est pas compliqué, c'était un métronome. C'était rien de flashy, mais c'est un gars qui te fait ton 40-50 points par année. Puis combien de fois, j'ai écouté vos épisodes, puis combien de fois vous l'avez dit depuis le début de la saison qu'un défenseur qui fait 40-50 points, ça vaut de l'or dans un pool. Vous l'avez dit souvent, puis moi, pour moi, c'était ça, Devin Taves, le gars qui est souvent disponible dans ton repêchage annuel, souvent disponible en milieu de repêchage, puis crime, tu le prends, puis il va faire tes points. Mais là, il y a un début de saison atroce, 6-16. Pourtant, il joue avec Cale Makar à 5 contre 5, ce qui devrait, je pense, lui permettre d'amasser sa part de points. Il est juste pas capable. Ça fonctionne pas. Puis il joue avec l'Avalanche, qui est une grosse offensive. Hey, l'Avalanche, ils ont scoré 14 buts en 2 matchs en fin de semaine. McKinnon, je pense qu'il y a 9 points. Il a fait 9 points, McKinnon. Mais tu sais, Devin Taves a 6-16 à afficher depuis le début de la saison. C'est difficile à comprendre. Donc, c'est ça, c'est un métronome qui te donnait ton 40-50 points par saison, mais là, il sera peut-être pas capable de le faire en raison de ce départ-là. Donc, moi, je pense que Devin Taves, éventuellement, ça va débloquer. Je pense qu'il va peut-être un petit peu de malchance dans son cas, une passe secondaire qui devient la troisième passe sur un jeu. Tu sais, je pense qu'éventuellement, il va avoir son utilité pour les poolers dans la saison, mais je ne serais pas prêt à le dropper, à dire que c'est un dump. Il faut faire attention, parce qu'on l'a dit, ces défenseurs-là, ça a une très grande valeur dans les pools, mais pour l'instant, j'ai pas le choix de dire que c'est une grosse déception. Puis c'est un défenseur qui, oui, disponible au milieu de ton repêchage, mais quand tu prends un défenseur au milieu de ton repêchage, tu le prends pas en fin de draft en te disant je lance un dard et on verra ce que ça donne. Taves, tu veux qu'il te donne tes points, puis là, présentement, ça fonctionne pas pantoute. Donc, très décevant. Le seul bémol que je peux apporter, je suis d'accord avec tout ce que Hugues a dit, c'est que l'année dernière, Taves a commencé avec 7 en 19 en termes de points.
Fait qu'il y a un début de saison semblable à ce qu'il y a eu l'année passée. Puis il a fini 15-18. Fait que là, quelle est l'anomalie? C'est-tu le 7-19 ou c'est le 15-18? Peut-être que la réponse se trouve un peu entre les deux, parce qu'en milieu de saison, il a fonctionné à un point échaud 2 matchs. Fait que, d'après moi, il se retrouve. Il commence mal, il a bien fini. Ça va peut-être se rééquilibrer un peu, mais je suis d'accord avec eux que son métronome de 45-50, pour une raison un peu obscure, là, n'existe pas. Est-ce que c'est Brent Burns qui prend un peu de minutes offensives? Je sais pas, mais. Tu sais, les joueurs ont souvent ces saisons un peu plus difficiles là, une fois de temps en temps dans leur carrière pour des raisons un peu inexplicables, puis ça arrive, puis bon, peut-être que l'année prochaine, il va revenir à son 45-50 points, on verra, mais reste que pour l'instant. C'est pour ça que je dis, tu sais, Corbeau apporte un super bon point. Tu vois, je l'apprends il a vraiment eu une bonne fin de saison. C'est un bon point, mais reste que pour l'instant, c'est difficile. C'est pour ça que je le dropperai pas, mais reste que là, c'est tough. Tu pensais un peu que c'était un professeur McGonagall, super bon professeur qui t'a aidé tout le long dans les dernières années. Finalement, il se retrouve, puis c'est plus un Quirrell, finalement, puis qui est un petit peu peureux, puis t'es un peu déçu. Souhaitons que ce soit au moins un Hagrid. T'es quelqu'un qui a quand même un petit peu rely sur lui. Quoi qu'à Hagrid, ce serait bien plus Brent Burns, mais bon, c'est pas grave. Je diverge. De mon côté, mon deuxième joueur qui m'a déçu, que je regrette un peu, pas d'avoir repêché, d'avoir keepé pour lui, c'est Anthony DeAngelo. Puis la raison pourquoi, c'est parce que je m'attendais donc pas à ce que Matthew Schaefer soit incroyable comme ça. Je pensais qu'au moins, DeAngelo, comme on avait dit dans un épisode précédent, qu'il allait au moins garder le power play un petit peu plus longtemps. Puis malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Schaefer continue de bien performer. Dans tous les joueurs dont on avait parlé avec Pascal et tout, un Zane Parrick, un Ziv Bouyum, Schaefer, chapeau, franchement. Quelle éclosion. C'est vraiment le fait qu'il avait tellement pas joué avant, je pense, qui m'a vraiment eu, qui m'a dupé complètement. C'est la raison pourquoi Anthony DeAngelo, j'étais un peu déçu. Il y a encore des points, puis il coûte pas cher dans un pool salarial, mais c'est quand même pas ça. Ouais, mais tu peux pas t'attendre. 12 minutes. Ouais, mais c'est ça. Mais 12 minutes samedi. Tu peux pas t'attendre à ça. Je veux dire, Schaefer, premièrement, l'année passée, il y a eu une grosse blessure, fracture de la clavicule au championnat mondial junior. Il a joué 17 games avec les Otters d'Erie. Qui pouvait s'attendre à ce qu'il débarque dans la Ligue nationale? Puis il est pas juste bon, là, les gars, il est dominant. Là, je veux dire, vraiment, il y a un coup de patin je veux dire, il flotte. On dirait qu'il est sur un Nimbus 2000. Là, il flotte sa glace, littéralement. Même, je devrais dire, un éclair de feu. Il est dominant, je veux dire, il joue 22 minutes par match, c'est le joueur le plus utilisé des Islanders à 18 ans. Puis, non seulement il a joué 17 matchs l'année passée avec Erie, il a eu 18 ans, je pense, au début du mois de septembre. C'est un gars qui a eu 17 ans, comme toutes les. Il vient d'avoir 18 ans, il est jeune, puis il est bon de même. Pour vrai, je veux dire, tout le monde savait qu'il y avait du potentiel, mais à ce point-là, rapidement comme ça, surtout les défenseurs, on sait que c'est une position qui prend du temps. Ben là. Franchement, moi, je capote sur ce joueur-là. C'est vraiment impressionnant. Ce qui est dommage avec DeAngelo, par exemple, c'est qu'il ne va pas chercher les autres points disponibles. Il pourrait être 5 en 16, il pourrait être 7, 8 en 16. C'est quand même un joueur qui est techniquement offensif. Il pourrait être un peu moins mauvais d'un point de vue offensif. Il n'y a pas de points dans les 6 derniers matchs. Patrick Roy a commencé à le bencher. Ça veut dire que quand il n'est pas sur l'avantage numérique, il n'y a vraiment aucune utilité. Puis il n'est pas assez bon pour déloger Schaefer. Fait que ou Schaefer est trop bon. Là. Il n'y a plus de rôle avec les Islanders présentement. C'est pas un gars que tu peux mettre sur la glace pour défendre une avance. C'est pas un gars que tu peux faire manger des minutes quand ça va bien. Donc il n'y a pas de rôle. Il est comme s'il n'y a pas la chaise du power play, il n'y a pas de rôle. Ça a toujours été comme ça depuis le début de sa carrière. Donc, c'est un power play qui joue avec des bons joueurs. Ouais, c'est un gadget player, on peut dire ça comme ça. Ouais. J'aurais voulu, à la limite, s'il pouvait jouer avec un Alexander Romanov, que je porte fièrement aujourd'hui, le compatriote. Je suis avec des Canadiens, évidemment, que j'avais de Romanov, mais ça montre qu'il lui aussi est 0-11, Romanov, quand même. C'est début de saison quand même intéressant chez les Highlanders, on n'en parlera pas trop. Mais justement, un jeune joueur aussi qui ne va pas très bien. Hugues, je vais encore aller de ton côté. On en a parlé dans le pool à quelques reprises, mais j'adore que tu en reparles encore une fois. Du côté de Columbus, Kent Johnson, qui lui aussi, écoute, à chaque fois que je regarde son déploiement, tu penses donc qu'il va être incroyable et qu'il avait enfin
franchi le mur, là, pris le step de Ça, plus, puis je ça n'a pas été encore le cas. Tu parles de déploiement, c'est un. Bon, premièrement, à 5. En général, il joue pas beaucoup, là, il joue moins de 15 minutes par match. Fait que ça, c'est sûr que ça aide pas pour produire offensivement. Là-dessus, on s'entend, mais quand même, il joue sur la première vague du jeu de puissance. Après une saison près de 60 points la saison dernière, un pace de près de 70 points sur 82 matchs. Il y a 4 points en 14 matchs, c'est tellement une grosse déception. Puis tu t'attends à ce qu'il produise un petit peu plus parce qu'il joue quand même sur le jeu de puissance de Columbus. Je veux bien que le jeu de puissance de Columbus en arrache un peu présentement, mais pour moi, on devrait s'attendre à mieux. Un des problèmes de Johnson, c'est que ça n'a jamais été un gars qui tire beaucoup. Là, il est au-dessus de 2 tirs par match, tout juste au-dessus de 2 tirs par match en ce moment pour la première fois de sa carrière, mais c'est vraiment un gars qui passe plus la rondelle qu'un gars qui tire. C'est dans son ADN. Mais là, c'est difficile de produire. Juste quand les passes ne s'accumulent pas et que tu ne tires pas, ben tu produis pas. Tu marqueras pas. Ce que tu perds en passe, tu ne le compenses pas en but parce que tu tires au filet. Donc, c'est tellement difficile. Puis tellement une grosse déception. Je pense Corbeau, tu l'as dans notre keeper, tu l'as gardé en te disant bon, l'année prochaine, c'est la grosse éclosion. Puis il devrait produire plus que ça. Mais pour une raison que je veux dire, il faudrait être dans le vestiaire, j'imagine, dans le bureau du coach pour comprendre, je sais pas. Mais même un gars comme Adam Fantilli, il y a de la difficulté depuis le début de la saison, depuis le début de sa carrière. La saison dernière, il a fait au-dessus de 30 buts. Cette saison, il y a un lent départ. Donc, que les jeunes joueurs, on mise encore un peu plus sur les vétérans à Columbus. Puis, pour vrai, Ken Johnson, quelle déception pour surtout les poolers dans les keepers. Là, c'est vraiment, ça te fait mal. Ça peut t'avoir coulé d'avoir choisi ce gars-là trop vite en pensant qu'il allait exploser. Surtout si t'as Johnson, puis t'as Holloway, puis t'as Reinhardt, puis t'as Glad. On va en parler longtemps. Pour revenir à Johnson, il joue beaucoup avec Boone Jenner et Adam Fantilli, ça aide pas quand Fantilli non plus ne connaît pas une bonne saison. Mais l'affaire de Johnson, c'est qu'au lieu de dire on va le relancer puis on va le mettre avec Marchenko, on va le mettre avec Monahan, on a décidé de le mettre avec Charlie Carl puis Mathieu Olivier, ou encore avec Aston Reeves ou Isaac Lundestrom. Au lieu de lui donner une opportunité de se relancer avec des bons joueurs comme les équipes font avec leurs jeunes joueurs de talent normalement, on l'a mis sur un trio résolument défensif avec très peu de talent offensif. Et il n'y a peut-être pas le talent pour faire fonctionner ces gars-là. Le n'est pas Ivan Demidov qui veut. Fait on ne l'aide pas. Mais est-ce on qu'il l'aide va pas. Ou il ne s'aide pas lui-même, Non, un ou mais l'autre. ce que je veux dire, mais c'est que, le premier trio de Columbus, ça va tellement bien. Là, je veux dire, Monahan, Marchenko avec Voronkov, c'est une unité qui fonctionne bien. C'est une unité qui livre la marchandise présentement. Fait que l'entraîneur, en même temps, Dean Evason, il n'y a pas vraiment de raison de dire comme OK, ben là, les gars, tassez-vous, je donne tout à Ken Johnson. Non, mais il s'aide pas Monahan non est plus. quand même bien juste. Monahan est 615. Il n'y a pas un début de saison. Je comprends qu'il joue bien avec Marchenko puis Voronkov. Oui, sauf que Monahan, c'est pas juste ça son rôle. C'est pas. C'est un joueur complet, Monahan. Tu t'attends à ce qu'il va peut-être un petit peu. Il va t'en donner moins dans la colonne des points, mais il va t'en donner plus en étant un joueur complet. C'est un gars qui aide dans toutes les facettes du jeu. Fait que c'est. Il a quand même fait un point par match l'année passée avec ce trio-là. Il est capable d'en donner un peu plus. Oui. Mon seul point, c'est de dire tu ne l'as pas mis dans une optique où est-ce qu'il pouvait commencer à marquer. Puis ça. Fantilli est un peu dans la même situation. Donc, c'est dommage pour Johnson, mais j'ose croire qu'éventuellement, ça va revenir. Là. Ça n'a pas le choix. Ultimement, la loi de la moyenne en avantage numérique va finir par arriver, mais d'ici là, il faut manger notre pain noir. Puis de ton côté, Guillaume, tu as mentionné quelques joueurs, justement, je pense qui ont l'air d'être dans ton équipe, justement, puis que tu es un peu déçu dans ton pool avec Hugues. Tu as mentionné Sam Reinhart aussi, qui est un autre. Sam Reinhart, en fait, je suis déçu à moitié. D'un point de vue de la colonne début, Reinhart était temps qu'il y ait un retour à la normale de son pourcentage de tir, ce qui est le cas cette année. Là, il compte sur 15% de ses lancers, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Il tire 3,1 fois par match, qui est son record en carrière. Donc, clairement, c'est pas lui, offensivement, qui est pas capable de générer quoi que ce soit. Il y a quand même 7 buts en 15 matchs. Là. C'est quasiment une saison de 40 buts. C'est excellent, mais ses partenaires de trio ne marquent juste pas. Quand on regarde dans ses statistiques avancées un petit peu plus loin, en moyenne, il fait à peu près 3 points par tranche de 60 minutes de jeu. Et en ce moment, il en fait 1,5. Et c'est pas la colonne des buts qui est le problème, c'est la colonne des passes.
Fait que ses partenaires de trio sont juste pas capables de compléter des jeux ou est-ce que c'est lui qui en crée pas assez? L'histoire le dit pas. Il n'y a aucune passe secondaire non plus. Fait que peut-être qu'il est pas chanceux en plus. Donc, c'est un peu une déception, mais je pense qu'il y a encore espoir. Ça demeure un excellent joueur de hockey. C'est un des seuls atouts offensifs des Panthers. Il a déjà sa place avec Team Canada aux Olympiques. Fait qu'il y a comme encore cet objectif-là de se prouver. Mais c'est un peu décevant venant d'un gars qui a fait 94 points. Là. Je pense que c'est peut-être pas ça qu'on doit s'attendre, mais le point par match était raisonnable. Tu te dis, bon, Barkov est blessé, il va peut-être te faire 70. Là, le pace de 44 commence à être fatigant quand tu tentes de te sortir un peu du marasme d'un début de saison. Fait qu'il est peut-être dû pour voir un petit peu plus de soleil. Les Panthers, en général, comme Hugues le disait en début d'épisode, ça marque pas beaucoup. Donc, Vivement c'est le, pas vivement Ryan le Hart le retour de problème. Matthew Tkachuk, franchement, là-bas. Là. C'est vraiment ça. Là. C'est vraiment ça. Définitivement. Autre joueur que je Et, vais prendre, si tu veux, c'est pour la balle, parce que c'est un autre joueur que tu as mentionné, justement, j'imagine, de ton pool, qui va pas très bien cette saison. Dylan Holloway, qui est, écoute, nous, on le voyait, toi et moi, en tout cas, comme étant un joueur qui allait prendre le step, lui, à faire un 80, quasiment le point par match ou un peu en dessous. Les Blues, on en a parlé, les gars, cette année, là, je pense qu'ils peuvent encore nous surprendre. Ils ont encore une équipe sur papier qui est encore excellente, qui peuvent revenir comme ils ont fait dans les dernières saisons, puis l'année où ils ont gagné la Coupe. Mais pas que c'est inquiétant. Je pense que Dylan Holloway est capable de revenir, mais je suis un peu déçu quand même. Puis toi aussi, ouais, je pense, Guillaume. ben oui, c'est décevant. Mais ça revient un petit peu avec l'ensemble de l'équipe. Quand tu assois Jordan Kyrou dans les estrades, c'est que c'est pas juste Holloway le problème. C'est pas lui qui est mauvais, c'est l'ensemble de l'équipe. Je voyais aussi Robert Thomas faire plus de 90 points, puis il n'est pas en voie de le faire cette année. L'ensemble de l'équipe va pas bien. Défensivement, c'est pas très, très fort. Joel Offer et Bennington ne sont pas capables d'arrêter un ballon de plage. Fait que, tu te dis que ça va finir par se redresser. Mais il est peut-être temps que ça le fasse. Ça fait 15 matchs, ça serait le fun que ça soit dans les prochaines semaines. Holloway a quand même 7, quand même. C'est relatif, là, mais il a 7 points en 16 matchs, donc il n'est pas au niveau de Ken Johnson non plus. Il suffit d'une bonne séquence de 2-3 matchs où il aligne 1 ou 2 points par match, puis il va revenir à peut-être un rythme un peu plus raisonnable. Fait que j'ai rangé mes attentes de 80 points dans cette saison, 70, là, peut-être qu'il était plus c'est ça dans quoi je m'attendais. Puis je me dis que s'il peut faire un 55-60, je vais être très satisfait. Tu sais, quand tu y penses, s'il fait 60 points à partir de maintenant, à la fin de la saison, c'est 53 points dans une 65 matchs, 70 matchs. C'est excellent. Fait que je vais y aller avec ça comme attente. Mais oui, là, j'ai encore espoir. Il joue encore beaucoup. L'avantage numérique, les meilleurs éléments des Blues ou presque. Fait que Holloway fait partie de la solution à Saint-Louis. On n'a pas le choix de l'utiliser. Je pense qu'il va revenir, mais c'est sûr que c'est décevant. Je veux dire, ces gars-là, ces jeunes-là qui percent et qui droppent aussi de façon si forte l'année suivante. Johnson et Holloway, je les ai tous les deux dans mon club. Les deux ont fait la même courbe de régression. Ouais. Ça nuit à ta saison. Mais ça aide un gars qui tire quand même encore à 2,2 fois par match. L'année dernière, il était à 2,3. Il tire juste à 8,6 aussi de succès sur ses tirs. Fait que, quand même, je pense que lui, contrairement peut-être à un Ken, comme vous l'aviez dit, peut revenir. Puis je pense qu'il est encore impliqué dans les matchs. Hugues, toi, ta perception des Blues et tout, tu penses-tu qu'ils sont capables de revenir, justement? Moi, je pense que oui, ils sont capables de revenir. Là. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'ils se creusent un trop gros trou parce que sinon, mathématiquement, ça va être très difficile de revenir. Là. Présentement, ils sont avant-derniers dans l'Ouest. Donc, tu sais, le temps presse si on veut recommencer à grimper le classement. Point de vue, là, je reviens plus à pool de hockey. Moi, je pense quand même que c'est une équipe qui sous-performe présentement. Les Blues, là, je veux dire, Jordan Kyrou, 9 ans. Tous ces gars-là sous-performent. Robert Thomas, 9 en 12, devrait être au point par match, au-dessus du point par match. Jordan Kyrou devrait être tout près du point par match, sinon au point par match. Donc, pour moi, il y a une grosse sous-performance de cette équipe-là. C'est une équipe qui ne marque pas de but. On en parlait en début de podcast, je pense que c'était à 2,75 buts par match. Moi, je pense qu'ils vont revenir. C'est un mauvais début de saison, une mauvaise séquence. Mais c'est juste, tout dépend de la situation dans laquelle tu es dans ton pool. Mais tu sais, t'as un Holloway, t'es dernier de ton pool, tu peux te permettre d'être patient, tu te gardes, j'ai rien à perdre, puis c'est un gars avec du potentiel, mais tu veux gagner, tu n'as pas vraiment le choix de passer à l'action puis de bouger un gars comme ça, puis peut-être de le vendre à quelqu'un qui pense qu'il va rebondir, que les Blues vont rebondir, qui va te donner quelque chose pour, mais
présentement, c'est pas, c'est pas une option qui va t'aider à le faire gagner, mais reste que je pense quand même que cette équipe-là sous-performe énormément depuis le début de la saison. J'avais failli mettre aussi Ryan Donato. T'avais parlé de Bertuzzi, tout le monde qui joue bien avec Connor Bedard et tout. J'avais failli mettre Ryan Donato, ce qui me déçoit pas mal, autant dans mon pool de catégorie que mon pool de masse salariale. Je l'ai pas mis finalement, mais j'y ai bien pensé. Mais pour terminer, tu disais que Corbeau et moi, on dit que les défenseurs, c'est ce qui te fait gagner des poules de hockey. Un qui déçoit, en tout cas, puis qui te déçoit à Corbeau, puis c'est le dernier de nos déceptions que tu regrettes d'avoir repêché, c'est Shea Theodore. Ouais, ben j'ai pas repêché chez Theodore. Je suis Chanceux. allergique aux joueurs toujours blessés. Une chance, mais il me déçoit vraiment, vraiment beaucoup. C'est un gars qui a un pace de 70 points. Il n'y a plus de Pietrangelo à Vegas. Il avait toute la place. On a commencé la saison avec 5 attaquants sur l'avantage numérique à Vegas. Durant pour les 6 premiers matchs seulement de la saison, Theodore est allé chercher un seul point. Donc, ça veut dire que ça fait 8 matchs que Theodore a repris l'avantage numérique. Il n'a que 4 points et dans cette séquence-là, il y a seulement 2 points d'avantage numérique. Donc, c'est comme si le moteur n'est pas parti de la part de Theodore. On se serait attendu à un retour du balancier rapide de sa part et c'est pas venu, ce qui lui donne un total de points de 5 points en 14 matchs. Aucun but encore. C'est un gars qui est supposé avoir un pace de 70. Là. On s'attend à ce que ce soit ton meilleur défenseur dans ton équipe, surtout qu'il est souvent blessé. Fait que là, tu te dis, OK, il m'a fait 5 en 14 puis il va se blesser bientôt. C'est un gars qui va jouer 60 matchs. Là. Fait que dans les 35 prochains matchs, là, il faut qu'il te fasse 35 points. Est-ce que c'est vraiment 35, quasiment 40, dans le fond, pour rouler au pace auquel tu t'attendais? Ça n'arrivera pas. Fait que ces genres de joueurs-là ne peuvent pas se permettre de mal commencer la saison comme il le fait. Fait qu'il il me déçoit en ce moment. Il ne reviendra pas au rythme auquel on s'attend, puis il va se blesser bientôt. Fait que si je l'ai, malheureusement, moi, je tente de l'échanger en me disant c'est pas le joueur que j'essaie de vendre de 70 points qu'il a fait l'année passée. Mais dans la perspective de cette année, la blessure s'en vient. Il y a plusieurs des joueurs comme ça qui sont toujours blessés. Là, Markstone est encore blessé à Vegas. C'est un autre exemple. Theodore va se blesser inévitablement. C'est le genre de joueur qui te scrape une saison. Là. Il est quasiment 7-8 points de moins que ce qu'il est supposé de faire. Là. C'est énorme dans un pool en début de saison quand ça peut représenter quasiment 5% de tes points. C'est vraiment fou. Là. Fait que voilà, chez Theodore, pour moi, c'est probablement la plus grosse déception du début de l'année. C'est un gars c'est inexplicable. Là, tu dis qu'il faut jouer avec Marner puis Eichel en plus. Il aurait dû, au contraire, remplir le net. Puis c'est complètement à sec à ce niveau-là. Puis c'est pas comme si Eichel et Marner allaient mal. Là. C'est pas comme si Vegas jouait mal. C'est pas comme si les canons de Vegas étaient pas en forme. C'est juste Theodore qui est complètement, excusez l'expression, mais il est complètement off. Complètement endormi. Donc voilà. Complètement endormi. Merci pour me corriger mon anglais. Et c'est ce qui met fin à cette deuxième période. Début de troisième période. Et pour cette troisième période, je vous ai demandé de me dresser une petite liste des joueurs que vous auriez voulu repêcher. Le genre de joueur qui vous a surpris en début d'année. Un peu comme Neville Longbottom qui est passé d'un gars de 4e trio à clutch de 7e match. Fait que c'est qui les gars qui vous ont marqué en ce début de saison puis que vous vouliez vraiment avoir repêché? Hugues, je vais commencer avec toi. Premier joueur à Edmonton, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que j'aurais voulu repêcher Connor McDavid, mais non. J'étais allé avec un joueur un peu moins élite que Connor McDavid, mais c'est Ryan Nugent-Hopkins. Moi, c'est un gars que j'avais quand même assez haut sur ma liste, que j'espérais qu'il glisse un petit peu. On sait tous que sa saison de 104 points en 2022-2023, c'était de l'anomalie plus que la règle, mais bon, sa saison de 49 points la saison dernière était également une anomalie. Fait que je me doutais que pour moi, c'était clair que ce gars-là allait rebondir. Là. Tu peux pas jouer sur le premier jeu de puissance avec McDavid, Draisaitl, puis pas faire plus de points que ça. Là, en plus, récemment, là, il est blessé. Là, il s'est blessé. Les Oilers ont annoncé aujourd'hui qu'il est blessé. Donc, une petite semaine. C'est une petite semaine. Je pense pas que c'est une blessure à long terme. Là, donc, ça va pas vous nuire. Ça n'enlève pas ses qualités. Je veux dire, récemment, il jouait en plus à l'aile de McDavid parce que des fois, c'est ça qui arrivait avec Nugent-Hopkins. Des fois, on le faisait jouer à l'aile du top 6. Des fois, on l'utilisait comme troisième centre quand McDavid et Draisaitl étaient employés sur 2 trios différents. Il a bougé un peu dans le line-up. Mais reste que 16 points en 16 matchs depuis le début de la saison. Je veux dire, c'est un joueur
genre de gars que j'aurais aimé qui glisse un peu dans mon pool. J'aurais voulu mettre la main dessus, puis ça m'aurait vraiment... ça m'aurait aidé parce que c'est ça, 16 en 16, c'est très solide, 1 point par match. C'est plus que ce que tu peux t'attendre des fois de joueurs que tu repêches au milieu de ton repêchage. Je pense pas qu'il va faire 82 points comme son... Bon là, il est blessé, il va rater des matchs. Il va garder un rythme de 1 point par match pendant toute la saison. Mais tu sais, revenir à un 65, 70 points comme il a fait par le passé, je pense que c'est pas mal assuré qu'il va y arriver. Donc, j'aurais vraiment voulu mettre la main sur Nugent Hopkins. Un gars un peu beige, là, disons un peu un élève de la maison Pouf-Souffle. Là, Pouf-Souffle, c'est un peu plate. C'est pas la maison la plus séduisante. On aime mieux un Gryffondor. Même Serpentard a ses qualités. Serdaigle aussi. C'est sûr que, bon, Pouf-Souffle est un peu plus ennuyant, mais regarde, c'est le genre de gars-là qui te fait gagner ton pool. Donc, Ouais, mais Ryan Nugent Hopkins pool. Ouais, mais attends, si Denuge est dans Pouf Souffle, là, c'est quand même Cédric Diggory si c'est lui de Pouf Souffle. C'est quand même Denuge. Mais là, on peut partir sur un podcast d'Harry Potter si tu veux, mais moi, je dis depuis le début que Pouf Souffle, c'est pas vrai que c'est une mauvaise maison. Là. Ils ont une mauvaise réputation, je sais pas pourquoi, mais Pouf Souffle, c'est honorable comme maison. Là. Ça mérite plus de respect que ce qu'on lui donne. Comme Ryan Nugent Hopkins mérite plus de respect que ce qu'on lui a donné avant la saison, tout simplement. Du côté de Corbeau, du côté de Corbeau, peut-être un gars qui lui aussi point par match en début de saison, le magicien vraiment, pas l'inventeur du Michigan, peut-être pas rendu jusque là, mais celui qui l'a quand même commercialisé pas mal. Trevor Zegras de ton côté que tu aurais voulu repêcher cette année. Le Draco Malfoy, peut-être, de la Ligue nationale, un joueur un peu pas aimé, mais craint, il a du talent, mais tu sais pas trop de quelle façon ça va se matérialiser. Flamboyant, mais fait pas l'unanimité, là, un peu. Exactement. C'est un leader malgré lui, même si c'est pas toujours un leader positif. On va prendre cette portion-là plus ressources humaines. Pour moi, Trevor Zegras, ce que je regrette, c'est que j'ai eu la chance de le sélectionner. J'ai hésité à le sélectionner et je ne l'ai pas pris en me disant il va se faire bencher par Rick Tocchet, il va pas avoir les tirs de travail, etc. Et au contraire, il est extraordinaire. Il est dans des bonnes conditions aussi avec les Flyers. S'il joue avec Christian Dvorak pendant quasiment 50-55% de son temps à 5 contre 5, qui est un joueur défensivement très responsable. Donc, on a comme mis Zegras dans cette chaise-là de dire, toi, mon chum, ton objectif, c'est de créer de l'attaque et il le fait super bien. Ce que j'aime de Zegras aussi, c'est que d'un point de vue, dans l'ensemble des statistiques avancées qu'il peut avoir, il n'y a pas d'anomalie, outre le fait qu'il commence près de 70% des mises en jeu en zone offensive, ce qui démontre à quel point on veut l'utiliser dans un rôle offensif. Puis c'est au détriment d'un gars comme Michkov, évidemment, à qui on demande de peut-être jouer au vrai hockey, qui est la game de la 2e année pour Michkov. C'est juste parce qu'on lui demande de jouer un petit peu dans sa zone. Mais là, attends, par ailleurs, il faut quand même mentionner ce que Sean Couturier a dit quand même sur Michkov, qui devait trouver d'autres façons d'aider son équipe, outre pouvoir de marquer des points. Ça en dit beaucoup, là. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, il n'en marque pas de points. C'est vrai, il faut qu'il aide son équipe d'une autre façon. C'est plate, mais c'est un peu ça le hockey. Quand tu n'es pas capable de mettre dedans, il faut que tu sois capable de jouer défensif. Zegras, en ce moment, n'a pas ce problème-là. C'est lui qui les marque les buts, c'est lui qui génère de l'attaque. Donc, ouais, Zegras, j'aurais aimé le sélectionner. Je ne l'ai pas pris, puis il a été pris comme 2 ou 3 choix après moi, puis je m'en veux encore à ce jour. Donc, pour la petite histoire, j'ai pris Gabriel Landeskog à la place, fait que c'est d'autant plus décevant. Ouf, ouais, ça, j'avoue que ça fait un petit peu mal. Je vais y aller un peu, écoute, dans le même ordre d'idée que toi, un gars que moi, j'aurais vraiment voulu sélectionner, que j'en avais parlé, écoute, dans le podcast, à mes amis. Je l'ai même dit un peu comme pas fort à la table, justement, que c'était un gars que je voulais. À mon meilleur ami, shout-out Justin, que c'est toi qui l'as pris. Jack Eichel, écoute, on en avait parlé en masse. Je pensais vraiment que la venue de Mitch Marner allait l'aider à vraiment aller atteindre de nouveaux sommets. En ce moment, il est sur un pace de 129 points. Je le vois pas. Je le vois pas tant ralentir. Je sais que c'est beaucoup 129, qu'il n'a jamais fait ça dans sa carrière, mais les statistiques qu'il a de 4,3 tirs par match, c'est quand même beaucoup, mais il a déjà fait 4,4 il y a 2 ans. Il tire à 13,3. C'est pas outrageous. C'est pas. C'est des chiffres ça fait normal, là. Je pense sincèrement qu'il est capable de faire un 120 cette année, puis de peut-être même mener la Ligue
franchement, Jack Eichel, un gros regret que j'ai. Surtout que le gros salaire que j'ai pris, finalement, c'est Artemi Panarin, camarade, qui, écoute, peut-être ce soir, je pense que pendant qu'on enregistre, les Rangers jouent quand même très bien en ce moment. Là. Vous disiez, je pense que c'est quoi, Lafrenière à 4 points? Pour Lafrenière. 4 points pour Lafrenière. Bon, voilà. Je pense, par contre, là, que la Ligue lui a enlevé son 4e point. C'était une passe sur un but de Artemi Panarin dont tu parles présentement, qui faisait 6-2 Rangers, mais au départ, il avait mis une passe, mais là, finalement, on lui a retiré la passe. Donc, il est à 3 points quand même, Lafrenière, ce qui est pas gênant du tout. Finalement, 3 points pour Lafrenière. Correct. Fair enough. Plus que la barbe de Dumbledore. Fair enough, mais Panarin, moi, c'est lui que j'ai fini par prendre. Jack Eichel, j'aurais voulu l'avoir. C'est tout. Je suis vraiment déçu. Hugues, de ton côté, on était dans Minnesota, on a parlé de Zuccarello en début d'épisode. Toi, c'est un autre joueur de Minnesota que tu aurais voulu repêcher, c'est Joel Eriksson Ek. Oui, Joel Eriksson Ek, un peu pour les mêmes raisons que Nugent Hopkins. C'est un gars qui est souvent disponible vers la fin de ton repêchage, milieu-fin, il est là. C'est un gars plate, un peu un joueur complet. Offensivement, c'est sûr que c'est pas le gars qui excite le plus les poolers, mais reste que présentement, 11 points en 17 matchs, c'est rien de très extraordinaire, mais il est quand même en route vers son 55-60 points, ce qu'il fait habituellement, en autant qu'il ne se blesse pas. C'est un gars qui joue beaucoup. C'est le 3e attaquant le plus utilisé du Wild derrière Kaprizov et Matt Boldy présentement. Il joue dans toutes les situations. Fait que c'est sûr que quand tu es sur la glace en avantage numérique à 5 contre 5, en désavantage numérique, c'est sûr que tu vas finir par faire tes points. Puis, Oli, je pense que c'est toi, tu es dans un pool multicatégorie. Je sais que tu en fais là, des multicats. C'est une bête, ce gars-là. Là, je veux dire, 5 points en avantage numérique présentement, 51 shots. On ne penserait pas qu'il tire autant Eriksson Ek, mais pourtant, 32 mises en échec. C'est un gars qui gagne des mises en jeu. Il fait tout. Il fait littéralement tout. Fait que c'est un joueur plate un peu à prendre, mais c'est ces gars-là qui te font gagner ton pool. Comme je disais, un joueur parfait. C'est le joueur parfait. Il faut juste qu'il reste en santé. Superbe couteau suisse. Franchement, la grosse statistique en ce moment, quand je regarde, écoute, l'ensemble de sa saison, la seule chose qui me saute d'en face, c'est qu'il est à 3,9% de tir. Donc, vraiment, là, en ce moment, il aurait dû avoir au moins quelques buts de plus pour l'amener puis dire qu'il est sur son pace des dernières de son 2. Il y a 3 ans puis il y a 4 ans, de 65, 68 points, surtout dans un rôle de deuxième centre. Effectivement, dans un multi-category, c'est une perle. C'est un vif d'or vraiment dans ce genre de Puis avec le retour de Zuccarello, ben, ça a fait descendre Boldy sur son trio. Boldy jouait avec Kaprizov. Là, Boldy se retrouve avec Joel Eriksson Ek. Donc, c'est un... Boldy Boldy, c'est un tireur. C'est un bon chase. C'est un bon chase. Il va feeder Boldy, puis Boldy, il va y mettre sa palette aussi un peu. Puis, comme tu dis, à 3,9%, c'est super bas. 2 buts, c'est pas assez. C'est sûr que ça va monter un peu dans les prochaines semaines. Fait que, bon, Corbeau, t'as raison, bon chase pour les prochaines semaines. À noter, définitivement. Corbeau, de ton côté, deuxième joueur que tu aurais voulu repêcher, un joueur d'Anaheim que tu as mentionné tantôt, Troy Terry. Mais en fait, je veux le dire parce que c'est probablement le premier épisode qu'on a fait, c'est celui de Ducks Anaheim. C'est le premier call que j'ai fait. Prenez Troy Terry. Je l'ai callé. C'est le premier joueur que j'ai callé dans. I called it. He called it. Bon, balado. Attends, les callés, là. Attends, Hugues, t'es là, t'as vu l'historique de Guillaume dans les poules. Parle-moi de Mika Zibanejad, là. C'est-tu vrai qu'il l'avait callé dans le temps? Oui, c'est vrai qu'il l'avait callé. Pour la petite histoire, c'est moi qui l'avais pris l'année d'avant, Mika Zibanejad, dans mon pool. Il avait rien fait de bon. Puis moi, ça m'est arrivé trop souvent dans ma vie. Comme de fait, je l'ai droppé parce que je voulais pas le protéger. L'année d'après, qu'est-ce qui arrive? Corbeau le prend. Boum, explosion. Il y a tout le temps un pooler. Il y a tout le temps un gars qui fait les poules de hockey avec nous autres que dès qu'il le prend, c'est là qu'il connaît son année incroyable. Corbeau, c'est un peu ça avec vous. Là. Pour revenir à Troy Terry, on en a parlé. Du moment qu'il n'était plus avec Ryan Strome, il allait avoir une meilleure production. Strome était vraiment un boulet. Là, il joue avec Carson et Kreider. Fait, évidemment, il profite de Carson. Est-ce qu'il va avoir un retour à la normale d'un point de vue pour Terry? Fort probablement, ne serait-ce que parce que Carson, son pourcentage de tir est vraiment trop élevé. Parce que celui de Terry est très raisonnable. Il est à un petit peu moins de 15%. Donc, de son côté, là, lui ne devrait pas avoir un problème à ce niveau-là. C'est juste qu'en ce moment, Carson marque un rythme qui est complètement insoutenable. À 5 contre 5, lorsque Terry est sur la patinoire, son équipe compte sur 13% de ses tirs.
la moyenne, c'est en bas de 10. Là. C'est plus du 9,5%. Fait que, tu sais, il va perdre quelques passes. Par contre, il n'y a pas beaucoup de passes secondaires. Là. C'est un gars qui, en ce moment, moins de 30% de ses passes sont des passes secondaires. Fait que, il va avoir un ralentissement, mais c'est soutenable comme type de production. Tant et si longtemps qu'il joue avec des bons joueurs, il va continuer à produire. Fait que pour moi, Troy Terry, je suis très content là, de le voir produire, de revenir à son niveau. C'est un gars c'est un beau joueur de hockey. Là. Une belle histoire dans la Ligue nationale. C'est un choix de 5e ronde. Fait que oui, je suis très heureux et je suis surpris de voir qu'il n'est pas sélectionné si souvent que ça. 85% dans Fantrax puis 61% dans les pools Yahoo. Je comprends qu'avec du multicast, il ne fait pas grand-chose. Là. Il frappe pas, il bloque pas. Mais quand même, c'est quand même un gars qui a 19 points en 15 matchs en ce moment. C'est vraiment non négligeable. Donc, pour moi, Troy Terry, là, je suis très content. J'aimerais ça l'avoir dans mon équipe. Là, bien, il fait juste trop de points pour l'acquérir. Fait que ça vaut pas la peine, mais j'aimerais ça l'avoir. De mon côté, je vais aller avec un autre joueur qui est impossible d'aller acquérir, puis qui est un peu anecdotique aussi parce que finalement, j'ai pas eu le premier choix de mon choix keeper cette année. On a fait une loterie, j'ai eu le deuxième et j'ai eu Yves Bouilloum, bien content, tu sais, bon début de saison, c'est correct. Mais j'aurais pu avoir la chance d'aller chercher Ivan, le frère, camarade de la lointaine patrie d'Emidov. Le frère. Le frère camarade, écoute, il y a le 93, je suis né en 93, russe aussi. C'est mon frère camarade, lui, c'est le joueur que j'aurais voulu dans mon pool, franchement. J'en ai tapé les oreilles de mes collègues de pool. Je leur ai dit, moi, si j'ai pas le premier, je sors du pool, finalement. C'était une menace, une faible menace parce que je suis encore là. Mais je suis quand même déçu de ne pas avoir eu Demidov parce que vraiment, il joue très bien. Quand même à noter quelques petites statistiques parce que quand même, c'est un joueur des Canadiens. On parle pas tout le temps des joueurs des Canadiens sur le podcast, mais on va en parler puis on va en profiter. Il joue un peu trop par-dessus la tête, Ivan Demidov. On parlait de d'autres recrues qui ont des bonnes stats, qui ultimement tirent assez ou quoi que ce soit. Il ne tire que 1,2 fois par match et avec un pourcentage de tir de 22%. C'est tellement trop. La seule chose qui le sauve un peu, je comprends qu'il y a beaucoup de temps en power play, c'est là qu'il fait beaucoup de points. C'est ses passes ce sont les passes secondaires. Son pourcentage est quand même très bas, ce qui fait que ça prouve que c'est un excellent. Il y en a juste une. Il y en a juste une sur ses 9. Ça montre que c'est un joueur talentueux. Il mérite quand même d'être presque à points par match en ce moment sur un rythme de 71 points sur la saison. Je pense quand même que il y a quand même il y a quand même des petites choses qui montrent qu'il va falloir qu'il tire plus souvent pour que ce soit soutenable toute une saison. Qui joue plus souvent. Ben, Qui joue plus souvent aussi. Mais il commence quand même à tirer un peu plus souvent. Là. On l'a vu l'autre jour, je ne sais plus le match exact, là, c'est flou dans ma tête, mais il t'a fait un tir sur le. Contre Ottawa, il y a eu 4 tirs, Ouais, puis Philadelphie, il y en a eu 3. Là. Mais tu sais, finir, il commence à utiliser son lancer, puis souvent, c'est le propre un peu des jeunes joueurs qui préfèrent passer plutôt que tirer. On dirait qu'il se dégaine éventuellement, puis commence à tirer plus. Donc, c'est peut-être ça qui va se passer avec des Mais je suis d'accord avec Oli là-dessus qu'il y a quand même certains drapeaux au point de vue de Demidov. Son temps de jeu aussi est problématique. Les médias montréalais en parlent à outrance, là, avec eux, tu dois en entendre parler plus souvent qu'autrement au bureau de la LNH, mais à 13 minutes 45 par match, c'est trop peu pour un joueur qui, pour son niveau de performance en termes de production. Ses partenaires de trio aussi ne sont pas des joueurs qui sont reconnus comme étant des gros producteurs de points. Alex Newhook qui est en train de connaître la meilleure saison de sa carrière uniquement parce que Demidov est sur son trio. Si tu dis que Kapanen et Newhook ont des rythmes qui sont insoutenables et qui jouent avec Demidov, ça va finir par affecter ses passes. Si son pourcentage de tir est trop élevé, ça va finir par affecter son nombre de buts. Fait que, tous les indicateurs pour Demidov présentement sont au rouge en termes de production si la situation demeure intacte. Par contre, on voit, il passe le test de l'œil, le eye test, ouais. il le passe vraiment, vraiment beaucoup. Mais il reste que si la situation ne change pas, Demidov va finir par ralentir un petit peu. Il ne va pas devenir complètement mort, mais ça va ralentir. C'est ça qui est un peu dommage. En même temps, c'est une recrue. C'est un gars qui a joué 17 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Il a le temps en masse de gagner plus de temps de glace et d'aller chercher ses points en courant de saison. Mais c'est le seul flag que j'ai pour Demidov. Puis, je veux dire, quel joueur de hockey. Il faudrait juste qu'il joue un peu plus. Puis à partir de ce moment-là, on pourrait être capable de se dire, bon, mais
est-ce que cette production-là elle est soutenable lorsqu'il joue plus avec des partenaires de trio un peu plus talentueux? Évidemment, on pense que oui, mais si ça continue comme ça, ralentissement assuré pour des Hey, quand Alex Newhook devient un streamer intéressant puis qui peut faire bien paraître Oliver Kapanen puis Alex Newhook, ça veut tout dire. Hugues, Kapanen aussi, c'est une recrue, Ouais, là, tu sais. c'est vrai. Qui joue très bien d'ailleurs, c'est une des meilleures recrues de la ligue, fait que quand même non négligeable. Hugues, de ton côté, t'es allé pour Quinton Byfield, ton dernier joueur que tu aurais voulu repêcher. Pourquoi? Ouais. Quinton Byfield, premièrement, un bon début de saison présentement, 8-8. Il a commencé avec, ça n'est pas à 8-8 présentement, il a commencé avec 8 points à ses 8 premiers matchs. Là. Il a légèrement ralenti, mais bon, il est quand même 12-16, ce qui est quand même un rythme de plus de 60 points, ce qui serait à ce jour sa meilleure saison en carrière. Mais tu sais, Byfield, présentement, c'est 20 minutes par match. Il n'a jamais joué autant que ça depuis le début de sa carrière. 3 minutes 2 sur le jeu de puissance. Ça aussi, c'est un sommet en carrière. Donc, pour moi, tous les voyants présentement sont ouverts pour Quinton Byfield. Moi, je demeure convaincu que c'est un gars qui va devenir une force dans la ligue. Il est un joueur extrêmement dominant. Pour moi, il faut juste que les Kings améliorent un peu l'offensive autour de lui. Là, les Kings, c'est juste une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. C'est une équipe qui est un petit peu plus axée sur la défensive. Donc, c'est sûr que en changeant un peu de philosophie, je pense que dans un système plus offensif, Byfield aurait peut-être plus de succès. Mais tu sais, pour moi, des fois, je sais pas si vous voyez jouer des fois, mais il prend la rondelle, puis moi, il me fait un peu penser à Nathan McKinnon, c'est-à-dire espèce de gros train, gros qui patine. Il y a de la vitesse là, pour un gros joueur, Quinton Byfield. Là, il déborde les défensifs. Tu sais, des fois, il marque des buts où il y a des séquences qui sont juste highlight reel. Tu te dis, mon Dieu, ce gars-là va être dominant. Puis moi, je suis convaincu que ça va être le cas. Son seul problème, c'est depuis le début de sa carrière, c'est qu'il n'est pas constant. Comme je dis, il y a ces moments-là où tu te dis, mon Dieu, c'est le nouveau Nathan McKinnon, il est donc bien dominant, puis finalement, il te fait une séquence de 6 matchs où il fait une passe. Puis c'est ça, comme je disais, il a commencé 8-8, là, il est 4-8 depuis. Fait que s'il peut limiter ces petits passages à vide-là, je pense que ça va devenir une force dans les poules de hockey. Moi, j'aurais voulu pouvoir mettre la main dessus dans un de mes poules. Je n'ai pas été capable, là, évidemment. Je suis pas le seul qui voit ça chez Quinton Byfield. Les autres poolers dans mon pool l'ont pris rapidement. Je pense que c'est sorti en première ronde dans le pool dans lequel je suis avec Corbeau. Donc, je ne peux pas rien faire, mais j'aurais tellement voulu. Je pense que ça va devenir un joueur dominant. Il faut juste être un peu patient. Ceux qui ont des keepers, perdez pas espoir. Moi, je pense qu'il va être très, très, très solide, Byfield. Je pense que l'élément qui va changer, c'est l'an prochain avec le départ de Kopitar. Ouais, il y a des chances de se trouver sur un premier trio avec Adrian Kempe. Ouais. En ce moment, il joue avec des joueurs inconstants. Alex Laferrière, qui est probablement un joueur plus de troisième trio que de deuxième trio, qui est là un peu par défaut. Et Kevin Fiala, qui est reconnu comme étant un gars streaky. Ouais, vraiment. Donc, ils ont une bonne chimie ensemble. Quand ça va bien, ça va bien. Mais c'est de jouer avec un gars comme Kempe, ça changerait un peu la donne pour Byfield. C'est peut-être juste ça qui l'attend. Pourvu qu'il reste à long terme avec les Kings, là, c'est la seule, le seul point d'interrogation. Mais effectivement, on n'en a pas parlé encore dans l'épisode, mais le fameux breakout pour des joueurs qui sont oversized, là, on peut le dire comme ça, 6 pieds 5, 225 livres pour Byfield. C'est plus aux alentours du 400e match en carrière. Ouais. Et là, Byfield en a joué 276. Donc, tu sais, si on complète la saison, il va se ramasser aux alentours de 340, 350 matchs. L'année prochaine va être sa saison qu'il va avoir son fameux breakout. Ça va être l'an prochain. Il va avoir 24 ans. Toutes les lumières vertes vont être allumées pour dire c'est ça, c'est son année. Le départ de Kopitar arrive juste au bon moment. Fait que, je veux dire, à moins qu'il se passe quelque chose d'une blessure grave, Byfield, là, c'est un beau joueur à voir grandir. C'est comme un beau projet, Byfield, de dire... C'est comme un Michael McCarron. Tu te fais dire c'est un projet, puis à un moment, t'es comme, le projet n'aboutira jamais. Mais Byfield, le projet, il aboutit. C'est le fun de voir ça. Puis tu te dis, écoute, c'est les Olympiques en 2026, là, mais en 2030, là, c'est la ligne de centre de Celebrini puis Byfield, ça va être, ça va être dangereux. Là. C'est comme... je veux dire, dans 4 ans, il va avoir 27 ans, il va être dans son prime. Un gars de 6 pieds 5 qui joue physique, qui est capable de faire des points. Je suis pas un devin, je suis pas un magicien ou un sorcier, mais... Non, mais c'est sûr que là, on en parle, ça peut avoir l'air comme loufoque de parler de ça, mais il faut juste pas oublier que ça change vite dans le monde du hockey. Là, Zach Hyman était sa première ligne du Canada il y a 2 ans.
On dit ça de même. Tout peut arriver. On Ouais, sait tout jamais. peut arriver. Écoute, il y a même un joueur un peu à la Sirius Black avec eux qui joue très bien en ce moment, Corey Perry, qui est encore en feu. Combien en ce moment? 11 points à ses 9 matchs qu'il a joué. Franchement, 10 matchs même. Fait que, non, écoute, la seule fois où Byfield a été jumelé avec Corey Perry et Kempe, justement, leur corsi était de sang. Fait qu'ils ils étaient dans le tapis à voir si ça va continuer dans les prochaines années. Ce serait évidemment sans Corey Perry, qui est peut-être plus Lupin, finalement. Mais bon. Dernier joueur de ton côté, Corbeau. On y va avec des gardiens de but, toi puis moi. De ton côté, celui que tu aurais voulu repêcher dans les gardiens de but, c'est Joey D'accord. Oui, ça fait 2 années consécutives que c'est un gardien de but qui n'est pas repêché du tout. Du tout. Et du tout, on est 11, fait qu'il y a 22 gardiens de but qui sont repêchés et Joey Daccord est toujours laissé en plan. Bon, là, petite histoire, on est rendu en fin d'épisode, fait qu'on va se permettre de le dire, mais on a toujours une équipe là, qu'on appelle les fantômes, qui est une équipe de joueurs non repêchés, puis juste tracker un peu les performances. L'année passée, Joey Daccord était meilleur que, je pense que c'est 70 ou 75% des gardiens qui avaient été repêchés. Et cette année, c'est exactement le même manège qui arrive. Je dis pas que Daccord est un gardien de but d'exception. C'est un gars qui va avoir de très, très, très bons matchs et des matchs terribles. C'est ça son pedigree à Joey Daccord. Mais c'est pas Philippe Grubauer qui va être une menace pour lui à Seattle. Seattle est une équipe de milieu de classement. Fait que c'est un gars heureux qui va aller chercher 27, 28 victoires. L'année passée, c'était 27. Il va encore il risque d'aller chercher dans les mêmes eaux cette année. Il est présentement blessé, mais il reste que quand il va revenir, il va reprendre sa place entre les deux poteaux. Donc pour moi, Joey Daccord, c'est un peu un gars underrated. On cherche toujours le gardien de but qui va goaler beaucoup, qui va nous amener, qui va peut-être exploser. Un genre de Askarov qu'on parlait un petit peu plus tôt dans l'épisode. Joey Daccord, il est plate, c'est drabe, c'est beige, mais c'est avec des joueurs comme ça que tu gagnes des poules d'hockey. Il a joué 11 matchs, il y a 6 victoires, un blanchissage. Dépendamment de vos systèmes de pointage, c'est 1 point par 1.2, 1.3 points par match. C'est bon. Pour un deuxième gardien, c'est excellent. Ouais, puis le seul dernier point que j'apporterais sur Daccord, c'est que c'est juste le terme en anglais, un volume starter. Là. C'est un gars qui obtient beaucoup de départs. Ouais. Il y a une grosse proportion des départs qui vont à lui dans son équipe. Fait que ça, dans beaucoup de formes de pool, c'est payant. Tu sais, des formes de pool que tu startes pas tes gardiens à chaque jour, mettons, ben des fois, tu as juste les deux mêmes gardiens fixes. Ben, quand tu as un gars qui, tu sais, qui va être devant le filet dans 60-70% des matchs de son équipe, ben ça peut devenir très payant parce que même si l'équipe ne gagne pas à tous les matchs, ben, il est tellement souvent devant le filet que, comme Guillaume dit, ben là, en ce moment, il a son 27 victoires à la fin de la saison parce qu'il a gaulé beaucoup. Fait que, ça prend en considération aussi. Puis son homologue qui lui fait de la pression, tu regardes Jordan Bennington, mais Joel Offer n'est pas un mauvais gardien. Puis on savait en début de saison, même à Montréal, Montembeault, qui est un gardien de but qui a beaucoup de volume, tu disais que Dobesch était supposé d'avoir un peu plus de départ que la saison précédente. Tu regardes Joey Daccord, c'est qui le gardien de but numéro 2 à Seattle, puis c'est Philippe Grubauer, tu sais que Daccord va être souvent dans le filet. Et je pense que Grubauer, c'est le pire gardien de but encore actif à part Alex Georgiev, je pense que c'est les deux pires. Grubauer, il n'y a même pas 40% de départ de qualité dans les 2 dernières saisons. Fait qu'il est archi mauvais. C'est parce qu'il y a tellement d'équipes, puis pour terminer sur Daccord, c'est qu'il y a tellement d'équipes qui emploient des systèmes d'alternance de gardiens. C'est à mode, là. C'est la mode présentement. Les Hurricanes le font, les Golden Knights, quand leurs gardiens sont en santé, le font. Les Bruins de Boston le faisaient dans le temps avec Swayman Oldmark. Les Leafs vont le faire avec Walt quand il va revenir en santé. Même les Devils avec Jake Allen, il va aller chercher son lot de départ. Il va aller chercher son 35 départs. C'est vraiment la mode. Donc, quand tu as un gardien qui obtient un gros volume de départ, ça commence à être une denrée rare. Ça finit par payer. Ben, parlant de gardiens qui ont quand même une majorité de départ, moi, justement, mon dernier joueur que j'aurais voulu repêcher, j'hésitais entre 2 joueurs, 2 gardiens de but, dont un qui est Karel Vejmelka, qui mon ami Justin, je vais encore donner un petit shout-out ici, mais qui m'en avait parlé, il me l'avait dit. Écoute, je vais lui donner ses fleurs. Effectivement, Vejmelka qui 6 départs de qualité en 11 départs totaux versus un autre gardien de but qui lui aussi m'aurait tenté énormément, qui lui a beaucoup de départs, Lucas Dostal avec les Ducks d'Anaheim. Ça vient avec le succès de toute l'équipe, mais Lucas Dostal, honnêtement, je sais que Guillaume, tu m'en avais parlé comme étant, tu le voyais venir un peu.
qu'il allait prendre, non seulement il allait prendre la place de John Gibson, mais qu'il allait être un gardien solide à 2,66 buts accordés par match, une moyenne de 907, 7 départs de qualité en 12 matchs. Oui, il y a l'équipe qui est là, mais il performe très, très bien. Vejmelka, même chose aussi. 2 gardiens, on l'a dit, très difficile de trouver des gardiens de but dans des pools de hockey. C'est très volatile. Mais ces 2 gardiens-là ont prouvé qu'ils étaient capables. Puis moi, dans mes 2 saisons, juste pour vous dire, là, dans les 2 dernières saisons, j'ai toujours eu des gardiens qui étaient blessés. J'ai eu Markstrom, Joseph Woll, Linus Ullmark l'année dernière. Je veux c'est la seule chose qui aurait pu me faire peut-être gagner un pool dans les 2 dernières années, c'est des gardiens de but. Ça m'aurait bien servi d'avoir des 2 gardiens, du moins cette saison, là, comme Dostal et Vejmelka. Franchement, ça aurait fait toute la différence. Je pense que, tu sais, pour conclure, les questions des joueurs qu'on veut repêcher ou qu'on est déçu, c'est toujours c'est toujours une question de jouer des probabilités. C'est quand tu as des joueurs qui ne performent pas, prendre un risque, c'est une chose, mais prendre un risque avec Kevin Korchinski, c'en est une autre. Fait qu'il y a pas. Il faut vraiment être. Des fois où tu prends un risque qui est. Je sais pas qui prend Kevin Korchinski dans son pool. Dans ce cas-là, je sais pas. Mais. Non, mais tu sais, dans le sens où Spoiler, tu joues moi. des probabilités. Faut juste que tu joues les probabilités. Quand tu joues une probabilité, tu as toujours plus de chances de gagner. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais prendre des risques des yeux fermés juste pour dire qu'on prend un risque, ça marche à peu près jamais. Puis la fois que ça fonctionne, c'est vraiment de la pure chance. Donc, c'est plate, mais c'est ça, gagner un pool. C'est prendre des joueurs plates, prendre des joueurs beige. Puis ça avait des Nugent Hopkins puis des Eric Eck que tu gagnes. Après, les blessures, tu peux prévoir un peu, mais c'est sûr que ça arrive au début de la saison. Tu peux jamais savoir exactement ce qui va se passer. Comme Guillaume dit, tu peux juste jouer les probabilités, puis des fois, tu as de ton bord, puis des fois, non. C'est comme ça. Et c'est ce qui met fin à cette 3e période. Et c'est ce qui met fin à l'épisode de cette semaine. Merci à tous d'avoir été là. Merci Hugues de LNH.com. Je vous rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez aller suivre toutes les actualités hockey sur le LNH.com. Yes, Ali, Corbeau, on a, LNH.com, suivre toute l'actualité de la LNH, c'est la place où aller. Là, on a toutes les nouvelles, les faits saillants de chaque match le soir. Évidemment, avec une saveur francophone, là, une partie de notre mandat, c'est de faire rayonner les joueurs francophones à travers la Ligue. Donc, c'est du contenu en français fait par des francophones, des gens au Québec pour des lecteurs francophones. On a 2 des bonnes plumes sportives au Québec avec Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui couvrent les Canadiens de Montréal puis tout le reste de la LNH. Guillaume qui se spécialise aussi dans la couverture des espoirs. On livre des bonnes histoires sur les espoirs disponibles au repêchage, sur des espoirs déjà repêchés. On a nos chroniqueurs à chaque semaine, Philippe Boucher, Maxime Talbot, Jocelyn Thibault. Ces gars-là ils ont joué la game, traitent des dossiers chauds à travers la LNH. Mes collègues Phil Landry, Gabriel Duhamel qui font une bonne job, qui sortent du bon contenu de temps à autre. Phil récemment a parlé à Charles-Édouard Dastou, Gabriel a parlé à Bradley Nadeau. Donc, de mon côté, j'ai sorti un texte récemment sur Anthony Manta. Donc, on essaie de contribuer chacun comme on peut. Puis on a évidemment, pour vos auditeurs du contenu Pooler aussi, on a une section complète. Sébastien Deschambault, directeur de la rédaction, qui écrit un waiver wire, là, les joueurs qui peuvent vous aider cette semaine tous les lundis. Moi, j'écris les joueurs en hausse, en baisse du moment les jeudis. Donc, section Pooler pour tout le contenu Pooler de LNH.com. Puis finalement, t'en as un peu parlé en début d'épisode, mais le balado La Tasse de Café LNH, un épisode par semaine avec... J'en parlais, Jean-François Chaumont, Guillaume Lepage, puis l'animateur Nicolas Ducharme. Donc, pour suivre l'actualité de la LNH, ça se passe sur LNH.com, puis aussi nos plateformes Facebook, LNH, Instagram, LNHFR. Évidemment aussi disponible sur X, Threads et Blue Sky. Donc, allez nous suivre pour du bon contenu en français, puis tout pour rien manquer de l'action dans la LNH cette année. Merci les gars. Toujours le fun d'aller vous lire aussi. Parlant de plug, si vous avez des questions de pool, vous voulez vous demander quel trade aller faire, quel joueur aller chercher, s'ils sont soutenables ou insoutenables, on va continuer à créer du contenu vidéo pour vous tenter de vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Merci les poolers. Merci Corbeau. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, on va avoir une petite prolongation sur un petit sujet, cocasse sur Harry Potter, justement. Donc, une vraie prolongation qui va suivre. Merci à tous. Salut.
Petit début de prolongation, justement. On était dans la thématique de Harry Potter. Selon vous, c'est qui Harry Potter chez le Canadien de Montréal? C'est-tu Nick Suzuki, Lane Hutton, Demidov? Ben, l'enfant promis, c'est Demidov. Fait que, tu sais, le sauveur, c'est Demidov. Fait que si je vais dans cette théorie-là, ça serait Demidov. Ouais, moi, je vais y aller avec Demidov. Je pense que Demidov, c'est lui qui est le plus... tu sais, s'il y en a un qui va battre Voldemort, là, Voldemort est à la 25e Coupe Stanley, ça va être Demidov. Moi, je vais y aller avec... c'est sûr, Nick Suzuki, c'est un bon choix, mais moi, je vois un peu plus Nick Suzuki comme le Hermione Granger du Canadien de Montréal, le joueur parfait, tu sais, le joueur qui fait tout parfaitement, qui est toujours là, qui sait tout faire parfaitement. Le bon Donc, élève. je vais plutôt opter pour Lane Hutton, juste pour faire différent de Corbeau. Lane Hutton, Ivan Demidov, deux bons choix, mais Lane Hutton, littéralement un magicien sur patin, un magicien avec la rondelle. On a mystifié plus d'un cette saison et l'année dernière. Donc, mon choix, le Harry Potter des Canadiens, c'est Lane Hutton. Hey, mais là, attends, moi, je vais avoir un autre joueur différent de vous autres aussi. Moi, j'allais dire Cole Caulfield, le gars qui va marquer des buts, qui va sauver le nouveau marqueur de 50 buts. C'est lui, le Harry Potter des Canadiens de Montréal. C'est lui, le sauveur. Il est trop goofy. Il est trop goofy. Mais il y a pas le teint roux un peu, Cole Caulfield. Ça pourrait être plus Ron Weasley, juste pour cette raison-là. Ron, come on, les gars, là, come on, Ron. Anyway. Non, c'est un bon choix aussi, Cole Caulfield. Pour vrai, c'est un excellent choix, ça aussi. Fait que Suzuki. Mais on s'entend que McGonagall, c'est Artyom Lachunov parce que c'est le joueur qui a de l'air plus vieux que son âge. On s'entend-tu là-dessus? Je t'arrêterai jamais de cette blague-là, pour vrai. Non. Fait que Suzuki... les photos de Lachunov, il fait de la calvitie plus. J'ai un malin plaisir. de faire du editing à chaque fois de l'Artyom Levchunov. What is that? Tu sais quoi ça? La calvitie incroyable, il y a 20 ans. Pas d'allure. Fait que là, Suzuki, c'est Hermione. Ouais. Harry Potter, on sait pas. Ron Weasley, on va dire que c'est Cole, qui est fair enough, je le donne Hugues. Fait que, puis Slav, c'est qui? Slav, c'est le gros bonhomme. Slav. C'est-tu Long du Bas? Ouais, Non? Non. Gryffondor, il y a quand même... Il est un peu trop premier. Il y a quand même de la prestance, mais tu sais pas ce qu'il va te donner, puis finalement, il est grand, il est gros à la fin parce qu'il a grandi. Ça serait qui, Slav? Ouais. Ouais, ça... Je sais pas, j'ai de la misère à déterminer qui ça pourrait être, Slav. C'est comme un drôle de joueur. Il y a des comparaisons qui peuvent se faire avec Neville Londuba. Je veux dire, slow start, il n'a pas brûlé la ligue à ses débuts, mais tranquillement, il s'en vient. Puis il va peut-être garder le meilleur pour la fin. Donc, ouais. Il ne serait jamais le meilleur de sa cohorte, mettons, mais c'est le genre de joueur que si tu l'as pas dans ton équipe, ça te prend des gars de même pour gagner la coupe. 7e match de la Coupe Stanley, puis c'est lui qui score. J'y crois. Ouais. Mais mettons, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Surtout qu'il pourrait tuer un snake. Là. ça serait pas impossible. Voldemort, ça serait qui dans ce cas-là? Si mettons au Canadien ou autre. Brad Marchand. Jacky, non? Brad Marchand. Voldemort, c'est Brad Marchand. Il faut que ce soit un joueur de l'autre équipe. C'est Brad Marchand. C'est lui le joueur le plus détesté de la ligue. Ouais, je sais pas. Nick Cousins? Oh, ouais, OK. Il est pas assez bon. Non, mais peut-être pas assez bon. Voldemort, moi, je dirais peut-être un Tom Wilson. Tu sais, un bon joueur. T'sais, Tom Wilson, c'est un bon joueur. Il ne faut pas manquer de respect à Voldemort. C'est un grand sorcier quand même. Brad Marchand, pas si pire que ça. Pas dire Nick Cousins. Moi, je mettrais Tom Wilson, un gars qui peut te faire sortir de ses gonds, un gars qui peut te faire très mal sur la glace, puis que certaines personnes aiment détester pour plusieurs raisons. J'ai envie de dire feu Zano Chara, je pense. Tu sais, le genre de joueur que tu veux pas affronter, tu l'évites. Quand tu joues contre Boston, ça te tente pas. Ouais. Il te fait mal. Tu peux pas te battre avec parce que tu vas perdre. Tu sais, c'est sûr que tu perds si tu te bats avec directement face à face. Il faut que tu sois 20 pour réussir à t'en sortir. Il joue dans une équipe que t'haïs, les Bruins. Tu sais, c'est comme c'est le capitaine de son équipe. Puis dans son équipe, il y a des joueurs que t'haïs pas. Là. Tu sais, c'est pas vrai que dans Serpentard, tous les joueurs sont mauvais, les Bergerons et autres, mais comme t'as pas le choix de l'haïr juste parce qu'il est dans l'équipe de Voldemort. Fait que je vais dire, ouais. Moi, je vais y aller avec Chara, même s'il joue plus. Juste pour le... Chara, c'est lui qui Chara représente Wilson le plus. Marchand, c'est correct. Ça fait des bons Voldemort, je te dirais. C'est dégueulasse. Hey, merci. Dégueulasse comme line. Merci, messieurs. Ça a vraiment été super le fun. Yes, À la prochaine.